Allô. Je vais vous inviter à vous asseoir, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur le site de l'Atrium de la MFR de Malto. Je vais d'abord me présenter, je m'appelle Alain Gobet et je suis vice-président à la transition énergétique sur la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon, et je suis également maire des Quais Notre-Dame. Petit rappel, la conférence, comme vous voyez, elle est enregistrée et filmée. Donc dans le cadre de notre démarche de transition énergétique, la communauté de communes a engagé un cycle de conférences. Donc depuis un an, nous avons abordé différentes thématiques. La dernière, c'était sur l'habitat. Aujourd'hui, c'est sur l'eau. La prochaine, ce sera sur l'alimentation. Donc le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est l'eau. Le but, c'est de créer des échanges sur des thématiques du quotidien, notamment l'eau. Du coup, on en a besoin tous les jours. C'est vital. Et comme le disait ma collègue qui m'a bien écrit ça, elle m'a dit ce soir, le sujet de l'eau nous concerne tous. Et en effet, on vit dans l'eau les 9 premiers mois de notre vie, puisque le liquide amniotique est à 98% composé d'eau. On boit de l'eau tous les jours, on perd tous les jours en qualité des sols et des eaux, ça c'est plutôt inquiétant, et on perd tous les ans un capital énorme avec la détérioration des sols qui est liée à l'érosion. Je ne suis pas tout seul ce soir, je me suis entouré. Donc déjà Antoine Vincent, qui va être notre, on va dire, le maître du temps, c'est ça, notre chef d'orchestre. Et puis l'intervention de 2 professeurs d'université, Jean-Michel Cador et Daniel Delahaye, qui vont nous présenter les enjeux liés à la gestion de l'eau dans le bocage. Et enfin, Baptiste Masson, qui est technicien bocage, notre technicien bocage à la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon, qui, lui, va faire un zoom sur notre territoire et en nous décrivant des exemples concrets de ruissellement, érosif, action en cours, enfin, tout ce qui se pratique en ce moment sur la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon. Bonne soirée à tous. Et puis, je pense que cette conférence, elle va être interactive. Et de mettre en avant des échanges. Donc on va procéder comme ça. Alors oui, 2 maîtres de conférence, je vais vous présenter vous avez déjà été présentés avec vos titres. D'ailleurs, vous travaillez ensemble dans le même labo à l'université de Caen, vous vous connaissez bien. On peut dire ça. Depuis 30 ans. Vous êtes amis de 30 ans. Sur ces mêmes sujets d'ailleurs. On va l'évoquer dans quelques instants. Donc oui, conférence, rencontre. Alors avant de faire un petit sondage, parce que depuis quelques conférences, il y en a qui ont déjà assisté aux précédentes conférences sur l'habitat, l'éolien. Vous êtes tout neuf? C'est votre première sur les conférences? Ah non, vous avez déjà assisté. Ouais, ok. Donc vous savez qu'on parle d'apéro à ces conférences. Ben voilà, c'est ça. Alors c'est un petit jeu de mots un peu rigolo, mais on y tient. Alors c'est vrai, comme je suis censé être maître du temps, on cadre un petit peu les choses sur la démarche, un peu la démarche à suivre, une démarche de respect aussi, concernant ces différentes conférences, donc l'intervention des intervenants, de maîtres de conférence, mais également de vous. Et donc on a appelé ça apéro, c'est-à-dire A-P-E-R-G. L'écoute. Il va de soi que si on veut débattre correctement, il faut être à l'écoute. Donc nous allons écouter nos intervenants, on va vous écouter également. Et le R, j'ai mis du respect. Voilà, respecter les prises de position d'autrui et les avis d'autrui, ça me paraît important aussi, parce que c'est aussi un sujet sensible que l'eau. Et puis oser, c'est oser prendre la parole.
Donc là, vous avez sûrement des connaissances, des expériences. Donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole pour les évoquer. Ça vous convient, l'apéro? Sauf que là, c'est un apéro à l'eau. Ah, il est drôle. Non, ben c'est raté. Donc, on va faire un petit sondage, parce qu'on a besoin de savoir qui vous êtes. Alors, moi, je pensais avoir des jeunes d'en face, là, de la MFR, à cette conférence. Y a-t-il des jeunes de la MFR ici présents ce soir? Enfin, vous êtes de la MFR. Voilà. Donc, la MFR, donc l'organisme de formation, est présente. Vous avez eu à traverser la route. Merci d'être avec nous. Il y a sans doute des élus, évidemment, de notre territoire qui sont présents. Vous levez la main. Il y a également aussi qui sont concernés, hein, les agriculteurs, les éleveurs présents. Oui. Il y a un éleveur de poules, déjà. On se connaît. Et puis, vous, tout simplement, les riverains, les citoyens, les habitants de notre territoire, vous êtes là aussi? Eh oui. Mais en même temps, vous pouvez être aussi habitant du territoire, agriculteur, la MFR, bien sûr. Hein, voilà. Alors, l'autre petit sondage avant d'ouvrir sur les intervenants, on a besoin de savoir pourquoi vous êtes là, en fait. Alors, je vais être un peu cash. Hein. Vous levez la main pour ceux qui pensent qu'il ne faut plus boire de l'eau du robinet avec le niveau de connaissance que nous avons actuellement, les médias qui s'en chargent aussi. Donc, l'eau du robinet, voilà, c'est bien. Enfin, c'est bien, je ne sais pas si c'est bien, mais toujours est-il que... Non, c'est pas bien. Voilà. Mais vous prenez conscience que ça peut être un problème. D'accord. Là, c'est à prendre en compte, hein. Baptiste, Daniel, Jean-Michel, ok. Quels sont ceux qui auraient subi des inondations dans notre territoire et qui voudraient savoir pourquoi il y a autant d'inondations? Non, pas d'inondations dans vos maisons, vos caves, non, rien du tout. Anaïg, oui. Ah bon, ok. C'est pour ça qu'Anaïg était avec nous. Et vous, madame, également. Alors, vous pourrez... Ok, d'accord. Vous pourrez l'évoquer si vous le souhaitez, si vous souhaitez intervenir. Êtes-vous venu aussi pour savoir quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Mais alors, chez nous, pas au niveau planétaire, mais est-ce que ça nous concerne aussi, ici, dès maintenant, le réchauffement climatique? Ah ouais, donc là, ça reste la majorité des raisons pour lesquelles vous êtes avec nous. Baptiste, on pourra aussi prendre en compte ça. Et puis les deux dernières, c'est aussi très cash, hein, qui pensent que de toute façon c'est trop tard, on va dans le mur, on est pessimiste, on y va, voilà, de toute façon, hein, ok. Et qui pensent que il y a de l'espoir, on peut encore agir, chacun d'entre nous, en tant qu'élu, agriculteur, ah, ouf, ça fait du bien, voilà. Chacun avec sa fonction. D'ailleurs, ce sera en guise de conclusion. On essaiera de savoir 2-3 points sur lesquels on peut agir en tant qu'élu, en tant qu'agriculteur, en tant que riverain. Est-ce qu'on a encore la main sur quelque chose avec tout ce qu'on va apprendre maintenant? D'accord? Ce que l'on va faire, on va vous demander d'intervenir en premier. Jean-Michel Cador, vous êtes alors tous les deux maîtres de conférence dans le même laboratoire. C'est un laboratoire ID, vous me direz ce que ça veut dire, qui a un rapport avec le CNRS. Il est rattaché, d'accord. Et vous, en particulier, vous êtes vice-président sur le domaine de la biodiversité en Normandie. Oui, c'est ça. D'accord. Mais chez nous, en Normandie, sur une thématique précise régionale. D'accord. Alors, première intervention avec vous, monsieur Cador. Alors, donc, avec vous, on va surtout développer... Alors, le micro est là, oui. On va développer sur l'historique. Alors vous, quand on vous demande de faire l'histoire un petit peu de la gestion de l'eau sur un territoire, vous revenez carrément 10 000 ans en arrière. Voilà. Oui, hein, on va faire un petit saut de 10 000 ans en arrière, mais on va surtout insister sur la période un tout petit peu plus récente, que sont les 1000 dernières années, ce qui est déjà pas mal, hein, pour voir à quel point les rivières qu'on a sous les yeux ont été profondément modifiées depuis 1000 ans. On pourra faire un compte-rond. Je peux me permettre juste une question, puis je vous laisse développer. Basiquement, c'est quoi un bocage? Et est-ce qu'on est concerné, nous, dans notre territoire? La définition d'un bocage, c'est quoi? Un bocage, c'est un paysage délimité par des F. Tout à l'heure, sur Internet, hein, aux archives départementales, montre que les paysages étaient profondément différents de ceux qui sont aujourd'hui. Donc, c'est pas ma partie, donc je ne développe pas cet aspect-là.
On y va. On y va. Alors, tout d'abord, j'ai vu le petit logo qui est en haut à droite, celui de votre communauté de communes, Vallée de l'Orne et de l'Odon. Je note que la communauté de communes a choisi le nom des deux principales rivières qui délimitent le territoire. Je crois qu'il y a la Guigne aussi en plein milieu qui passe, donc ça fait 3 rivières. Et c'est le cas de la plupart des communautés de communes dans notre région, et sans doute ailleurs en France. Il y a un attachement profond des gens, des élus, des habitants, à ce qu'on appelle les hydrosystèmes. Je vais présenter ça dans quelques instants. Et bien souvent, les noms des nouvelles communes ou de leurs groupements, des communautés de communes, font référence aux rivières qui les traversent. C'est dire à quel point, dans notre imaginaire, elles structurent le territoire. Alors, ces communautés de communes, elles sont maintenant appelées depuis une poignée d'années, depuis 2018, à s'emparer, comme on dit, de la compétence gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, c'est-à-dire une gestion complète de l'eau. Alors on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais en France, on gère l'eau, je dirais, de manière intégrée et moderne depuis 60 ans. On était le premier État quasiment au monde à développer une loi sur l'eau, une loi complète, qui a abouti à la création d'un système original que l'Europe entière a d'ailleurs copié et qui nous revient maintenant sous forme de boomerang et qu'on appelle la directive cadre sur l'eau. Depuis 25 ans, on est amené à gérer l'eau selon une directive européenne, mais qui n'est jamais qu'un copier-coller de vieux textes français qui datent de 60 ans, qui ont abouti à la création d'organismes un petit peu mystérieux, à moins d'aller regarder les petites lignes sur la facture d'eau, que sont les agences de l'eau. On appelait autrefois les agences financières de bassin. Et donc finalement, la gestion de l'eau, vous la faites déjà au quotidien. Dès que vous ouvrez votre robinet, il y a de l'argent qui part, et qui part dans un circuit fermé qui finance l'eau. Donc tout ce que l'on fait dans le domaine de l'eau, la restauration des cours d'eau, des berges, l'entretien des canalisations, la création de stations de potabilisation, de traitement des eaux usées, enfin tout fonctionne en grande partie, essentiellement, à partir de nos propres cotisations qui proviennent de nos factures d'eau. Donc ça, c'est voilà, le premier modèle que l'on a en France et qui s'est élargi à l'Europe. Alors parmi les grands textes de loi, je vous rassure, je ne fais pas un cours de droit, on a cette loi sur l'eau de 1964, du 16 décembre 1964, qui avait pour objectif de lutter contre la pollution. Alors, on n'y est pas encore tout à fait parvenu. On a amélioré quand même énormément de choses. On a ensuite un petit perfectionnement avec une loi sur l'eau en 1992 qui nous impose de gérer l'eau à une échelle beaucoup plus territoriale, beaucoup plus localisée. Alors là, voilà, on commence à en faire partie. Alors, chez nous, vous êtes dans un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau qui s'appelle Ornaval seul, donc une entité territoriale à taille humaine. Et puis ensuite, on a eu la loi de 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, et puis j'ai parlé en 2000, la directive 4 sur l'eau. Donc, ça fait 60 ans qu'on a une succession de textes de loi qui, à chaque fois, amènent une petite pierre à l'édifice. Et hors pourtant, on constate que nos eaux ne sont pas parfaites, loin s'en faut. Il y a encore des choses à faire. Alors, Daniel Delahaye présentera tout à l'heure ce qu'il en est aujourd'hui des relations entre l'eau, le bocage, la gestion du terroir. Moi, je vais repartir sur la difficulté qu'il y a à trouver des modèles de gestion de l'eau. Parce que souvent, les techniciens de rivière sont à la recherche de manuels tout près qui permettraient d'entretenir les rivières pour atteindre le fameux bon état écologique. Alors c'est difficile parce que chaque rivière a sa propre histoire et sa propre géographie. Et bien souvent, il faudra inventer ses propres solutions. Alors je ne sais pas si mon PowerPoint est lancé. Voilà, c'est celui-ci. Alors tout d'abord, les rivières qui coulent à portée de nos pieds sont des rivières qui ont pris le visage qu'on leur connaît à peu près aujourd'hui, leur fonctionnement en tout cas il y a 10 000 ans, quand on a atteint un premier stade de réchauffement climatique, naturel celui-là, qu'on appelle l'Holocène. Donc on quitte ce qu'on appelle grossièrement l'ère glaciaire pour arriver dans un climat beaucoup plus chaud, qui est celui dans lequel nous vivons depuis 10 000 ans. Et tout à coup, les paysages se végétalisent, les rivières se mettent à couler en toute saison, et non plus simplement lors de petites phases l'été. Et les rivières que l'on a, voilà, elles sont le fruit de 10 000 ans d'évolution lente et naturelle, avec des variations liées au climat. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais par-dessus, c'est ajouté une couche de modification qui, elle, vient il y a 2000 ans. Ça commence à l'époque gallo-romaine, et puis surtout il y a 1000 ans. Alors il y a 1000 ans, nos ancêtres avaient comme seule source d'énergie, quasiment, il y avait un petit peu le vent, mais surtout l'énergie hydraulique. Et maîtrisaient la technique des moulins et en ont construit absolument partout où ils le pouvaient.
c'était aussi les rivières dans notre pays, pendant jusqu'on va dire au milieu du 19e siècle, quasiment le seul moyen de transporter des matières premières, des matières agricoles, des matières, ce qu'on appelle des pondéreux, hein, des minéraux, etc., d'une région à l'autre, uniquement par la voie fluviale. On se déplaçait quasiment pas en charrette, à part pour les derniers kilomètres. Donc les rivières ont été à l'origine de toute notre économie, jusque de l'an 1000 pratiquement, jusqu'au au milieu du 19e siècle. Alors si on regarde cette carte, je ne vais pas la commenter en détail parce que ça ferait appel à des notions de géologie un peu compliquées, mais chaque couleur représente un grand type de roche. Vous voyez déjà qu'il y en a 5 ou 6 grandes familles. On peut subdiviser encore en plein de catégories. Et bien on voit déjà que nos rivières ne coulent pas sur un substrat identique, un substrat qui sera le même partout. Vous faites quelques kilomètres dans la campagne et tout à coup vous arrivez sur un nouvel hydrosystème, un système hydrologique différent qui a son propre comportement. Et puis je rappelle que notre région, si elle est réputée pluvieuse, le contraste entre la partie la plus arrosée sur les hauteurs du Bocage, du côté de Flers, Vire, et puis la partie dans laquelle nous vivons ici, à proximité de la campagne de Caen, c'est du simple au double. 700 mm autour de Caen, on monte à plus de 1400 mm autour de Vire. Donc on a des fonctionnements hydrologiques très très différents. La pluie, elle détermine la quantité d'eau que le cours d'eau doit évacuer dans l'année. Et donc forcément, la morphologie du cours d'eau, la manière dont il va méandrer, sa largeur, sa profondeur, vont s'adapter à cette quantité d'eau qu'il y a à évacuer, obligatoirement, et puis à la résistance que les roches offrent au dessin naturel des cours d'eau. Donc on voit sur cette carte-là... pour trouver sur Internet très facilement en allant sur le site de la direction de l'environnement. On a publié avec les collègues des documents sur le profil environnemental. Donc vous tapez profil environnemental Normandie, vous tomberez sur tous ces documents sur Internet. On voit qu'il y a une très très grande diversité de terroirs, de pays hydrologiques qui chacun a son propre fonctionnement. Il y a des cours d'eau qui se sont façonnés en fonction de ces terroirs-là. Donc déjà on voit que pour trouver un modèle de gestion, on va être obligé de tenir compte de cette diversité naturelle. Alors, plus que la diversité naturelle, peut-être encore, ce qui saute aux yeux quand on regarde nos cours d'eau, ce sont les modifications que nos ancêtres ont apportées aux cours d'eau sur 1000 ans. On dispose évidemment de cartes anciennes, alors pas d'il y a 1000 ans, elles sont assez rares, mais au moins depuis le XVIe, XVIIe siècle, on a des cartes précises. On a des inventaires qui ont été faits jusqu'au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, il y avait encore des moulins dans la ville de Caen. Il y en avait plein nos campagnes, ils étaient utilisés. Et donc des inventaires ont été faits. Et par exemple en 1900, je suis resté sur un schéma ancienne Basse-Normandie, hein, encore un vieux schéma régional. Sur l'ancienne Basse-Normandie, on avait recensé 4000 moulins en 1900. Donc 4000 moulins pour 16 000 km de rivière. Ça fait un moulin tous les 4 km. Alors comme les rivières ont souvent des pentes de l'ordre de 1 pour 1000 et qu'il faut 3 à 4 mètres d'eau pour avoir une chute suffisamment puissante pour faire tourner un moulin digne de ce nom, bah ça veut dire que partout on a pu mettre des moulins, on en a mis. On n'allait pas abandonner un tronçon de rivière où il y avait un peu d'énergie sans installer un moulin. Alors sur ces 4000 moulins, aujourd'hui, quand on regarde des cartes topographiques, on voit les ruines. Puis certains ne sont pas ruinés, ils sont encore en bon état. En tout cas, les bâtiments sont là. Les roues, les équipements hydrauliques, pas toujours. Ils ont disparu au fil du temps, surtout que maintenant, ils n'ont plus vraiment d'usage. Puis il faut bien dire que les services de l'État combattent un peu aussi ce qui peut rester encore d'infrastructures productrices d'énergie. J'en ai retrouvé 1000 sur les cartes topographiques. Alors, ils sont là, ces 1000 moulins. Vous n'allez pas les compter. Je vous livre une astuce, il n'y en a que 999. Je n'ai pas trouvé le millième. Mais bon, j'arrondis. 1000 moulins restent encore sur les 4000 moulins que l'on avait en 1900 inventoriés dans les archives des services de l'État. Donc on voit la densité, hein, partout il y a des rivières et il y a des moulins. Alors, pour alimenter un moulin, il faut une retenue d'eau, enfin il faut un bief, hein, un canal d'amener qui va amener l'eau pour pouvoir faire tourner le moulin. Et on va faire une dérivation sur la rivière. Et puis cette dérivation, elle va longer le versant de la vallée de manière à ne pas perdre trop de pente. Pendant que la rivière, le chenal naturel descend, le bief, lui, il reste le plus horizontal possible. Et puis à un moment donné, quand on a les 3-4 mètres de chute espérés, on fait tourner la roue. Alors si on regarde sur une carte ce qu'on appelle les longueurs de bief, c'est-à-dire toutes les parties creusées à deux mains d'homme, à coups de pelle et de pioche, ce sont tous les traits rouges sur la carte. Donc ce sont des centaines de kilomètres de bief
qui font 2, 3, 4 mètres de large, qui peuvent faire 2 mètres, 3 mètres de profondeur, qui ont été creusés à coups de pelle et à coups de pioche depuis 1000 ans, et puis aujourd'hui qui sont encore là, parce qu'on les a pas rebouchés. Alors, ils sont plus ou moins fonctionnels, l'eau parfois circule encore dedans, des fois même elle a quitté le lit naturel et puis elle coule uniquement dans le bief, parfois les rivières se divisent en 2 bras. Alors, il nous reste de tout cela, j'en profite pour... je saluerai tout à l'heure mon camarade Romain Relier là-bas qui nous a aidé à faire les cartes ici et les cartes suivantes. Hein. Vous avez par exemple sur le Calvados le détail de tous les moulins qui subsistent encore aujourd'hui. Selon les dates, alors les barrages, des moulins, des seuils, des usines de la révolution industrielle, ben, il y en a absolument partout, y compris dans les secteurs où on n'a pas de pente. Hein. Du côté de Caen, dans la vallée de la Mue, on ne peut pas faire plus plat que ce secteur-là, et ben tant pis. Mais on arrive quand même à faire tourner des moulins parce qu'il faut bien moudre le grain, il faut bien produire de l'énergie. Alors il nous reste de tout cela eh bien une grande diversité de faciès, hein, des rivières qui ont l'air naturelles, avec les petits méandres en haut à droite, là, ça a l'air joli comme tout. On se dit, voilà une rivière naturelle, est-ce qu'elle l'est vraiment? Bon, on n'en sait rien, il faudra prendre les cartes anciennes. Et puis on a des rivières un peu plus sauvages, comme en bas à droite, on est sur la Rouvre dans l'Orne, là c'est pris en plein hiver, il y a un petit peu de glace dessus. Et puis sinon on voit bien sur à nouveau la Mue en haut, des systèmes de vannage, qui n'ont plus d'utilité aujourd'hui, mais qui sont là parce que ça fait joli, les gens y sont attachés souvent. Et puis en bas, vous êtes sur la Vert, du côté entre Flers et Condé-sur-Noireau. On voit très bien que les berges du cours d'eau, elles sont maçonnées et façonnées en pierre depuis le 19e siècle. Hein. Et puis bon, on devine au courant l'énergie que peut produire un cours d'eau comme celui-là. Et c'est bien pour ça qu'on a encore les ruines d'anciens équipements hydrauliques du 19e siècle, qui parfois sont abandonnés ou reconvertis. Donc c'est un minuscule échantillon, mais on pourrait mettre des centaines de photographies. Chaque cours d'eau est différent. Alors, quelques exemples très, très rapides, hein, parce qu'on pourrait en passer des heures sur chaque exemple. Voilà une petite reconstitution en 3D de la vallée de la Dive, entre Saint-Pierre-sur-Dive et puis Cabourg. Alors, si on se place il y a 6000 ans, c'était un estuaire. La mer rentrait jusqu'à Troarn, Saint-Père aujourd'hui, il y avait la mer. On était en fond d'estuaire. Et puis, progressivement, cet estuaire se remplit de sédiments. Puis, au fur et à mesure qu'on défriche les paysages, à la place de la forêt, c'est des cultures. On produit du sédiment, l'estuaire s'envase, se bouche. Et puis, quand ça commence à se boucher, les hommes se disent si on aidait la nature à s'assécher, on va créer quelques digues. Et puis, on va canaliser les rivières, mettre des écluses pour empêcher la mer de rentrer. Et puis, cet ancien estuaire, ça devient un marais. Donc quelque chose qu'on s'imagine comme étant naturel, les marais de la Dive, on dirait la même chose sur les marais de 40 ans, il n'y a rien de plus artificiel qu'une zone humide. Et c'est pourtant dans nos imaginaires souvent des espaces naturels. Alors ce sont des espaces de nature, il y a de la faune, de la flore, il n'y a pas grand monde, mais ce sont des espaces totalement artificiels. Vous retrouverez ça également dans de nombreuses publications, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. J'ai parlé de la vallée de la Mue tout à l'heure, il faut me faire signe pour le temps, parce qu'une fois je suis parti... Donc sur la vallée de la Mue, si on se place il y a 10 000 ans, au moment où le climat se réchauffe, c'est de la forêt partout. Et on sait par des études scientifiques qu'on a menées avec des collègues dans les vallées que les différents bras des cours d'eau, les cours d'eau étaient divisés en plusieurs bras, et puis on les a chenalisés avec le temps. Et on a commencé à défricher, chenaliser les rivières, établir des clairières, et puis tout à coup, vers l'Encens, on sait déjà que c'est un territoire de paysage ouvert. Bon, alors voilà ce que devient la vallée. Elle ne ressemble plus du tout aujourd'hui à ce qu'elle pouvait être il y a 10 000 ans. Tout ça, ça a été façonné à coups de pelle et de pioche. Alors sur les rivières par chez nous, on voit... il y a des choses qui n'apparaissent pas, il faut que je clique. Voilà, c'est ça. Quand on regarde sur une carte topographique, c'est un bon moyen avant d'aller sur le terrain de se renseigner, on voit que les rivières sont divisées en de multiples biefs. Il y a des moulins, rien que sur cette carte-là, il y en a 2 ou 3 en quelques kilomètres. Et puis il y a des endroits où on a établi des gabions pour la chasse en détournant l'eau de la rivière. Il y a des endroits que l'on utilisait pour traverser les rivières, des gués. Il y a des mares artificielles comme toutes les mares. Il y a des rivières qui ont été déportées du centre de la parcelle sur le bord de la parcelle, parce que l'agriculteur voulait récupérer une parcelle d'un seul tenant, donc on écarte la rivière de son chenal. Il y a des lavoirs, qui étaient évidemment des lieux très importants autrefois. Et puis je pourrais comme ça continuer, des portions dédoublées. On ne peut pas faire 3-4 km sans que les cours d'eau soient dédoublés. Voilà. Et puis quand on termine sur une vallée marécageuse, là aussi on est sur la basse vallée de la Seule, tout ça est artificiel. Alors qu'est-ce qu'on voit sur une vallée comme ça? De multiples usages, des prairies humides encore, mais artificielles pour une bonne partie, des zones humides qu'on peut protéger,
De nombreux gabions, évidemment, comme tous les estuaires, les fonds de vallée sont des lieux de chasse, des stations de pompage pour la ressource en eau, des lagunages pour l'assainissement, là on a 2 de chaque côté de la rivière, et puis des activités économiques comme des campings qui viennent grignoter sur la vallée humide à l'aide de remblais, par exemple, des zones de loisirs en bordure de cours d'eau, des sites archéologiques. Bon. Alors je vais pas continuer, parce que je serais parti pour des heures, mais voilà une autre vallée pas très loin d'ici, la vallée de la Lèze. Bon, une petite partie, ben voilà tous les moulins, toutes les tanneries, c'est une spécialité de la vallée de la Lèze, que l'on retrouvait le long de cette rivière. J'en ai peut-être une dernière. Sur la Vert, entre Flers et Condé-sur-Noireau, ici on a, entre début 19e siècle, on a une dizaine d'établissements qui fonctionnent grâce à l'énergie hydraulique, principalement pour la filature de coton. Et puis, avec le temps, deuxième moitié du 19e, il y en a de plus en plus, on a besoin, l'industrie se développe. Et puis, au début du 21e siècle, évidemment, ces filatures de coton ont disparu. Et puis, les usines sont soit abandonnées, soit reconverties en entrepôts, parce que l'énergie hydraulique n'a plus lieu d'être sur une petite vallée comme celle-là. Donc voilà, j'en resterai là. Alors pour dire en conclusion que vous êtes amené sur un territoire en tant que gestionnaire, par exemple, de rivière, à chercher des modèles de gestion dans des livres, dans des catalogues, dans des ouvrages qui sont faits pour ça. Et puis au final, moi je recommande toujours, c'est de bien regarder son territoire et de le connaître, de bien connaître la nature des rivières sur son territoire, connaître leur trajectoire historique, les usages qui en ont été faits, de manière à imaginer des solutions d'aménagement qui soient adaptées au territoire et pas des modèles tout faits. On aura peut-être l'occasion de développer ça dans la conversation plus tard. Merci. Donc en fait, cet état des lieux, ce constat, il est nécessaire si on veut être pertinent sur des actions de territoire. Voilà, ça s'appelle un diagnostic. Hein. Alors, on va le long de la rivière, on inventorie les formes, on regarde les berges dégradées, on recense les usages, on recense les abreuvoirs. Par exemple, on sait que souvent chez nous, dans les paysages de bocage, les bovins descendent à la rivière directement, et piétinent, forment une espèce d'alvéole le long de la rivière où ils aiment bien se rassembler et boire. Et on sait que ce sont des zones de départ de sédiments. Bon, ben ça s'aménage. Donc, je citais tout à l'heure, il y a des pouvoirs publics comme l'Agence de l'eau Seine-Normandie, ou d'autres financeurs peuvent aider à aménager des abreuvoirs pour les remplacer par des choses beaucoup plus propres, entre guillemets, qui évitent que des sédiments partent à la rivière. Donc il y a du diagnostic à faire, il y a des solutions assez simples à trouver comme ça, mais après il y a aussi des solutions à imaginer, plutôt que je pense, des solutions un peu toutes faites. On les a fait jusqu'à présent, ces diagnostics-là sur... Ça se fait, voilà. Se fait. Il existe à l'échelle nationale un observatoire des obstacles à l'écoulement des eaux, donc il y a des bases de données sur Internet que connaissent les professionnels, elles sont remplies. Il y a du monde qui travaille sur les rivières. Avant de laisser la parole à vous, Daniel Delahaye, est-ce que vous avez éventuellement des questions? Sachant qu'on va développer encore sur le territoire, sur la biodiversité. On va développer sur les haies avec vous, Delahaye. Non, c'est drôle. Une question? Bonjour. Monsieur Cardil, je suis propriétaire de moulin à Fontaine-et-Four. Et vous parliez des pouvoirs publics tout à l'heure qui étaient... je n'ai pas besoin de micro. Vous m'entendez tous? Non, c'est mieux. Là. Donc, je me représente, Monsieur Cardil. J'habite à Fontaine-et-Four et je suis propriétaire d'un moulin. Et Monsieur présentait, lors de son intervention, l'aspect des institutionnels, en fait, qui essaient de remodeler les rivières d'une autre façon à partir de la loi d'eau, en fait, et qui vient à casser en fait tous les anciens ouvrages sur les rivières. Donc on parlait des moulins, vous parliez des moulins qui étaient de plus en plus détruits, des biefs qui étaient de plus en plus abîmés ou délaissés. Et en fait, nous sommes confrontés à cette problématique depuis 2-3 ans. Les pouvoirs publics cherchent à détourner une partie du débit du bief du moulin sur la rivière principale, donc l'Odon, sur le Grand Odon, et réduire également le débit du Petit Odon vers l'Odon principal. Donc nous avons créé une association. Je suis entouré de certains membres, Monsieur Le Fauconnier, agriculteur par exemple, qui est concerné aussi par ces problématiques également. Et en fait, ma question est de savoir si les pouvoirs publics vont commencer à prendre en considération qu'il n'y a pas un modèle unique d'aménagement et peut-être
se rapprocher du vôtre, qui semble être un peu plus respectueux de l'histoire des territoires, de l'histoire de la biodiversité, de tout un patrimoine territorial, en fait. Parce que là, on cherche à plaquer un modèle informatique sur une rivière que les anciens connaissent, qui a été aménagée de cette façon-là depuis 1000 ans, qui a un fonctionnement qui visiblement est pertinent, parce qu'on n'a pas d'inondation, je touche du bois, pour venir casser tout un système et peut-être perturber tout un équilibre, en fait. Donc, voilà. Êtes-vous consulté par les institutions, justement ? Ça peut arriver, oui, mais bon, moi je ne suis pas bureau d'études ou aménageur, donc je me garde bien de donner des conseils sur un site en particulier en disant faites ci, faites ça. Il y a des gens dont c'est le métier. Donc en même temps, je me mets comme ça un peu à l'abri, hein, ça évite de mouiller, si je puis dire. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, hein, et c'est un peu le sens aussi de mon exposé, les pouvoirs publics essayent d'appliquer des modèles. Et ces modèles, ils n'ont pas été établis généralement dans la région. Il y a des modèles qui viennent des États-Unis, qui ont été précurseurs dans la reconquête des rivières et dans la démolition des seuils de moulins qui avaient été créés dans les années 20. Enfin, c'était souvent des seuils pour alimenter au moment du New Deal aux États-Unis. On a créé des barrages, des petits barrages un peu partout. Puis bon, ils n'ont plus aucun intérêt. Donc aux États-Unis, on a démonté tout cela. Et voilà, on se sert de ces modèles-là. Et ensuite, on est allé voir du côté du Rhône des modèles aussi. Et bon, ils ne peuvent pas être plaqués sur notre territoire, hein. Il faut développer nos propres modèles et même, je dirais presque pas développer de modèles du tout, et puis gérer au cas par cas. Alors, il peut y avoir des moulins qui sont embarrassants, effectivement, qui provoquent des inondations sur les gens en amont ou en aval. Il peut y avoir des moulins qui peuvent être dangereux parce qu'ils menacent de s'écrouler, les retenues peuvent s'écrouler. Bon, ça se gère. Et puis à d'autres endroits, je pense que les moulins peuvent tout à fait être utiles encore à produire de l'énergie, parce qu'on a une injonction contradictoire, on a une directive 4 sur l'eau qui nous invite à atteindre le bon état écologique. Alors on est tous d'accord pour atteindre le bon état écologique, mais une autre directive qui invite aussi à décarboner les énergies. Et les moulins produisent une énergie propre. Et donc là, il y a des moments où on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Donc je pense que c'est au cas par cas. Et puis si certains moulins peuvent être gênants, ils peuvent être aménagés, je pense, hein, des échelles à poissons, des passes à poissons. Est-ce que les roues en bois qui tournaient, et qu'on peut encore faire tourner pour faire joli, est-ce qu'elles gênent beaucoup le poisson? Je ne suis pas sûr. Peut-être plus des turbines hydroélectriques. Bon, les études sont contradictoires, hein, sur la mortalité des poissons qui passent dans les turbines. Des fois, on lit que ce sont des véritables hachoirs et qu'on a du surimi à la sortie. Puis d'autres études montrent qu'au contraire, les poissons sont aspirés et rejetés avec une mortalité négligeable. Bon, je n'ai pas d'idée sur la question, parce que je n'ai pas fait moi-même ce genre d'études, mais il y a du travail à faire. Et en tout cas, je pense, comme vous l'avez dit, à ne pas chercher à appliquer un modèle unique. Alors là aussi, ça rejoint le défaut qu'ont souvent les aménageurs de rivières, c'est de regarder que ce qui se passe dans la rivière. Mais la rivière, elle concentre tout ce qui se passe sur un bassin versant. Et donc, avant de regarder ce qui se passe sur le chenal lui-même, il faut déjà regarder ce qui se passe sur l'ensemble du bassin, à des kilomètres en amont, des kilomètres à gauche, à droite de la rivière. Il y a plein de choses à gérer là aussi. C'est peut-être ce qu'on va voir avec vous, justement, monsieur Daniel Delahaye. Les informations que vous allez nous donner vont être complémentaires, justement, à ce diagnostic que nous venons de faire. À vous la parole, s'il vous plaît. Oui, il avait conçu ça un petit peu comme ça, c'est-à-dire Jean-Michel était plutôt sur la partie cours d'eau, et moi plutôt sur la partie versant et puis bassin agricole, quoi. Une question avant, non? Ou j'y vais? Je pense que là, on est bien, là. Bon, sur la continuité, c'est parfait. Ok. Donc oui, alors donc je précise, Delahaye, c'est pas un nom de scène, c'est mon vrai nom. Hein. C'était une plaisanterie. Hein, je suis pas drôle ce soir. Ah, ça, c'est Jean-Michel, c'est encore. Oh, il en avait des tas. Alors, la question qui nous était posée, c'était l'eau dans le bocage. Donc, je me suis posé la question déjà si on était dans un bocage. Voilà la carte. Alors, je sais que Baptiste en proposera des beaucoup plus belles. Là, c'est une extraction de la NBDD, hein, qui a fait un bilan par EPCI à l'échelle de la Normandie. Donc, on voit bien qu'il y a des haies. Les haies sont principalement, alors certes, en fond de vallée, et puis également, je crois que j'ai un petit stylo magique. Oui, toute la partie amont, là, hein, toute la partie amont qui est bocagère. Alors, tout à l'heure, vous demandez si on avait une définition du bocage.
Peut-être qu'on y reviendra après, parce que c'est peut-être une discussion assez longue, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on a une moyenne à 37 mètres par hectare, ce qui est en dessous de la moyenne normande. Hein. Normande, c'est 50 mètres par hectare, sachant qu'on est la 3e région bocagère en France, derrière la Bretagne et puis les Pays de Loire. Donc, ça se mesure au mètre linéaire de haie. Mètre linéaire de haie par hectare, qui est une variable qui pourrait largement être discutée, mais c'est celle qui est utilisée pour comparer les régions entre elles. Par contre, donc un maillage qui est quand même à l'échelle de l'EPCI assez faible. Par contre, on voit qu'il y a des communes hein, comme Préau-Bocage ou Laken où là on dépasse les 80 mètres, et puis d'autres où il y a quasiment rien. Donc en fait, c'est un bocage typique des zones de contact. Hein, donc on est entre le massif ancien et le bassin sédimentaire, et le bocage, c'est avant tout un marqueur du massif ancien. J'y reviendrai. Et donc, ce qui fait que il y a une partition un petit peu, et puis ces fonds de vallée qui sont souvent accompagnés à la fois de prairies et puis aussi de linéaires de haies assez résiduels, mais qui ont un intérêt extrêmement important. Alors, par contre, je ne m'attarderai pas dessus parce que ça prendrait trop de temps. Évidemment, ce bocage, il est en recul depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans même, hein, de très très rapide. Aujourd'hui, on perd à peu près 1200 kilomètres de haies par an dans le département de la Manche, qui reste le département le plus bocagé hein, du territoire français. Et puis 650, globalement, kilomètres par an dans le Calvados. Donc c'est presque 1,5-1,6% du bocage qui disparaît chaque année. Et c'est stupéfiant, c'est qu'en fait, autant on l'a bien compris durant toute la période où il y avait des remembrements, des grandes opérations de restructuration, où l'agriculture a beaucoup évolué, ça allait vite. Mais on s'est dit, après les années 2010, ça devrait se calmer, et au début du XXIe siècle, ça devrait se calmer aussi. Non, ça va encore plus vite. Donc ça ne sera, non seulement ça ralentit pas, mais ça continue d'accélérer. Donc c'est vraiment, première remarque, ce bocage, il est pas extrêmement dense, et puis en plus, on peut penser qu'il y en avait 50% en plus il y a seulement une quarantaine d'années. J'espère que vous allez revenir sur les causes de cette période. Oui, on va en reparler. Alors, le bocage, alors là c'est très moche, mais j'ai fait cette carte-là de manière simple, de manière à vous pourrez la reproduire. C'est simplement sur Géoportail. J'ai fait afficher la carte géologique et puis dessus j'ai mis la BD bocage hein, qui est aussi disponible sur la Géoportail. Et donc qu'est-ce qu'on voit que ce bocage, notamment sur la zone que l'on voyait tout à l'heure, Préau-Bocage et compagnie, il est certes sur le Briovérien, sur tout le massif ancien, sur les roches du massif ancien, et puis également sur toute cette partie qui est faussement une zone sédimentaire perméable qui est constituée d'argile-silex. Donc c'est du matériel imperméable. Et là, on y remarque qu'on a le bocage et en plus toutes les sources des petits cours d'eau qui démarrent dans la région, quoi, enfin sur votre communauté de communes. Je parle pas de l'Orne, hein, qui vient de bien plus loin. Je parle là des petits cours d'eau ici, prennent forme sur ces argiles à silex. Zone imperméable sur laquelle on a encore du bocage. Et le bocage, hein, c'est typique des zones imperméables. C'est typique aussi des zones en herbe. Alors, qui de la poule et de l'œuf, hein, mais en tout cas, c'est l'association, c'est toujours le combo. Hein, en général, quand on a un bocage, on a aussi des superficies en herbe qui sont plus importantes. Tout en sachant qu'on retrouve cette dualité hein, de la terre commune, avec des endroits où on va avoir quasiment 60% de prairies, et puis d'autres où on n'a quasiment rien. Et de la même manière, ces prairies, elles ont reculé au même rythme que le bocage. Hein, on en a perdu 50% entre 1970 ici et 2020. Hein, vous voyez, alors là, c'est vraiment adapté. C'est pour la communauté de communes. Hein. Donc on voit ici cette décroissance. Hein. On part de 5000 hectares en 1970 pour venir terminer en dessous de 2000 hectares. Il y a un petit ressaut entre 2010 et 2020, on pourra en reparler. C'est simplement parce que la nomenclature a changé et qu'une prairie, la prairie de 2010 n'est plus la même que celle de 2020. Alors, le bocage, c'est typique des zones imperméables, et les zones imperméables sont typiques aussi du réseau hydrographique qui est assez dense. Et donc on le voit bien, l'opposition. Alors Jean-Michel l'a montré tout à l'heure. On voit bien l'opposition ici entre ce qui relève du massif ancien, et puis là, on voit hein, cette zone de bassin sédimentaire, avant de retomber sur du zone, alors
qui n'est pas du massif ancien, mais qui reste du bassin sédimentaire, mais imperméable, celle du Pays d'Auge, où on retrouve des argiles en quantité. Et donc là, on est bien sur cette zone intermédiaire où on a un réseau hydrographique qui est beaucoup plus dense que vraiment la plaine de Caen, mais un peu moins dense que vraiment le bocage, quoi. Hein, on est dans la zone de transition. Alors, depuis le début, je vous fais du déterminisme physique à l'appel, mais prouvez-moi le contraire, j'aurais tendance à se dire. Donc ça fonctionne assez bien. Et ça fonctionne à l'échelle de la Normandie, hein, où en fait, toutes les zones où on est vraiment sur du domaine où les perméabilités sont importantes, eh bien, on n'a pas de bocage. Et au contraire, tout le massif ancien ici, ou tout le Pays d'Auge, eh bien là, est couvert, plus ou moins couvert par le bocage. Et ça correspond aussi, évidemment, aux zones d'élevage. Donc le combo élevage, bocage et plutôt prairie en principe, mais c'est de moins en moins vrai. Mais en tout cas, tout ça sur des zones vraiment imperméables. Alors, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est une variable vraiment, vraiment importante, j'y reviendrai. Alors, dans ce bocage, alors là, je connais quelqu'un à ça qui va reconnaître des documents, parce que là, je vais vous donner des résultats, notamment sur le bassin versant de la Seule, qui sont extraits de différentes thèses qui ont été faites au laboratoire, et entre autres une de Vincent Viel, et puis celle de Romain Relier, qui est dans la salle là-bas, donc qui pourra intervenir aussi dans le cadre du débat. Alors, évidemment, le bocage et les haies, ça contrôle les écoulements. Il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Hein. Alors, ce petit graphique est légèrement complexe à lire, mais bon, là, on a sur un axe le ruissellement sur un bocage où il y a du bocage, un bassin où il y a du bocage, et là, un bassin où il n'y en a pas. Et donc, on voit bien que la part de ruissellement, eh bien, elle continue à croître sur le bassin qui n'a pas de bocage, alors qu'elle est limitée, hein, à peu près voilà, ici, à 5% hein, sur le bassin qui est bocagé. Donc pour des bassins équivalents, un bocage, ça peut réduire de 50%, voire 60% le ruissellement hein, et la circulation de l'eau. Donc le rôle, il est avéré, il est prouvé. Par contre, encore faut-il que ce bocage, il présente un certain nombre de qualités, et notamment qu'il soit hermétique, hein, ou à peu près hermétique. C'est-à-dire que si vous avez des bocages qui sont, je dirais, lacunaires, comme ici, ou vraiment à l'état relictuel, où il y a des accès via les entrées de champs avec la voirie, eh bien, se met en place des axes de circulation qui sont extrêmement efficaces et qui vont permettre des connexions entre les surfaces agricoles et les cours d'eau. Connexions qui fonctionnent de tant mieux, puisque, j'en reviens à ce que je vous montrais tout à l'heure, ce sont des zones où il y a beaucoup de cours d'eau. Il y a une grande densité de cours d'eau. Donc globalement, quand l'eau sort d'une parcelle, elle va trouver un cours d'eau pas loin. Ce qui n'est pas le cas dans la plaine. Donc ça, c'est fondamental en matière de gestion de l'eau. Et donc ce bocage, il y a quelques zones qui sont vraiment, ou quelques haies qui sont vraiment extrêmement importantes. Alors une seule ici, hein, ce qu'on appelle la ceinture de bas-fond, c'est le pied de versant avant d'attaquer la plaine alluviale du cours d'eau. Cette haie-là, si elle peut être sur talus et en bon état, elle a un rôle déterminant pour découpler le versant, qui peut être cultivé parfois, avec le fond de vallée. Alors j'ai pris un exemple, et c'est là où je m'appuie sur les thèses qui ont été développées dans le laboratoire. J'ai pris le bassin versant de la Seule, Jean-Michel a déjà parlé un peu, parce que voilà, on est exactement dans la même configuration. Un bassin qui est plutôt sur le massif ancien ici, c'est-à-dire où on retrouve une forte densité de cours d'eau, on va retrouver plutôt du bocage et de l'herbe, et puis une partie aval qui se développe, la Tue, la Mue, hein, où là on va plutôt avoir des grandes zones cultivées, et puis on va retrouver une faible densité de cours d'eau. Et sur ce bassin qu'on suit maintenant depuis 20 ans, donc on a beaucoup de données accumulées, et ces données, elles nous montrent que en matière de transport, on a des mesures hein, sur différents bassins et même sur des sous-bassins versants. Et là, le Lingèvre ici, il est vraiment intéressant. Donc c'est près de Tilly-sur-Seule. Hein. Le Lingèvre est vraiment intéressant puisqu'il est composé dans sa partie amont d'argile à silex. Donc on est vraiment dans une configuration très très proche de celle de la communauté de communes.
Et donc, on a fait des mesures, à la fois des débits liquides, mais aussi des débits solides. C'est-à-dire qu'on a mesuré l'érosion. Et ce qui ressortait clairement de tout ce travail, c'est qu'il fallait particulièrement surveiller les parties amont de ces cours d'eau, de ces petits bassins, donc les zones où se crée le réseau hydrographique, hein, où s'initie la circulation de l'eau. Et dans ces zones-là, ben, on avait des transports qui étaient importants. Un exemple ici sur une crue, hein, il est sorti 170 tonnes de matériaux d'un tout petit bassin versant et 75% venaient des têtes de bassin. Donc, ces têtes de bassin, c'est des endroits cruciaux en matière de gestion de l'eau. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait des petites animations comme ça, c'est indépendant de ma volonté. Ces zones où s'initie le réseau, alors ça peut être des zones de prairies, mais ça peut être aussi des zones cultivées, hein, eh bien, c'est des endroits où c'est pas vraiment le cours d'eau, mais c'est plus vraiment non plus des parcelles agricoles, je dirais, classiques. C'est des zones humides, qui peuvent être pâturées, donc où on va brasser le sédiment avec l'eau. Et puis l'hiver, quand ça se remet à fonctionner, bah, ça balaye tout ça, et puis ça emmène les sédiments ça emmène les sédiments vers les cours d'eau, et comme les cours d'eau sont jamais loin, eh bien, ils trouvent tout de suite un moyen de transport pour poursuivre sa route, et puis à un moment ou à un autre, peut-être quitter le bassin, ou comme ici, bah, rejoindre la mer, la zone estuarienne. Oula, je me suis lancé dans des trucs. Voilà. Donc, l'autre point extrêmement important, et là, Romain pourrait en parler mieux que moi, parce que c'est un de ses principaux domaines de recherche, c'est tout le rôle qui est joué par la voirie. C'est-à-dire que ces eaux qui vont être libérées et qui peuvent sortir des parcelles, notamment soit parce que les haies de bord de route ont été arrachées, soit parce qu'il y a des entrées de champs qui ne sont pas judicieusement positionnées, bah, toute cette eau qui peut circuler va emprunter cette voirie, et puis à un moment ou à un autre, cette voirie, bah, on le voit ici, hein, cette voirie, elle va bien recouper un cours d'eau. Et puis, bah, ce matériel, il va descendre et il va les rejoindre et polluer les masses d'eau. Donc c'est un vrai enjeu, ça, cette rupture des continuités dans les bassins versants, bocagés, en lien avec toutes les caractéristiques que j'ai définies en amont. Vous avez regardé le temps ? Oui, non, mais c'est juste passionnant, donc on essaie de suivre, c'est assez technique. Hein. Bon. Alors maintenant, voilà, 5 minutes, c'est bon. Allez-y. Ouais. Oui. Quid du lien avec le changement climatique de oui. tout ça, donc, alors, je prendrai juste deux diapos, hein, qui sont produites aussi par des collègues climatologues du laboratoire. On est en circuit court, on fait tout chez nous. Ici, des cartes qui vous montrent. Alors, j'ai pris deux indicateurs, les fortes températures. Ici, c'est le nombre de jours où la température est susceptible de dépasser 25 degrés. Donc, deux scénarios. Le scénario 2.6, si on fait tout bien, et le scénario 8.5, on fait rien du tout. On laisse faire. Donc, c'est le scénario du pire, le scénario du mieux. Et ce qu'on remarque, eh bien, c'est une croissance du nombre de jours. Alors, 11 jours pour le scénario le plus favorable, mais 34 jours. Donc, si on ajoute les 15-16 jours actuels, plus 34 jours, ben, on voit qu'il y a certaines zones de la région Normandie qui sont vraiment en grande difficulté. Le sud de l'Eure, le Perche et autres, on voit bien un effet continental. Hein, les zones littorales sont un peu moins touchées. Et puis, on voit cette incursion aussi dans la plaine de Caen et sur les zones qui nous intéressent là. Donc, voilà, c'est un enjeu, cette température élevée. Et puis, l'autre indicateur, c'est la pluie. Alors ça, la pluie, les modèles sont beaucoup moins robustes. Hein, ils évoluent d'une séquence GIEC à l'autre. Mais globalement, aujourd'hui, on sait que ça peut être un petit peu moins importante qu'aujourd'hui, ou peut-être légèrement plus. Ça va jouer à plus ou moins 10%. Par contre, ce qui ressort toujours, c'est la saisonnalité qui se renforce, hein, avec des hivers plus humides et des étés plus secs. Donc ça, des étés secs, des températures qui vont être élevées. Voilà, on a des ingrédients là qui vont avoir une forte incidence sur l'agriculture et sur nos paysages. Et donc, quid de l'élevage là-dedans ? Alors,
On pourrait multiplier les exemples, hein, mais très rapidement. 20% de plus de pluie l'hiver, c'est des processus d'érosion qui vont être de plus en plus efficaces. Les étés très secs, c'est un creux prairial. Donc c'est pas bien. Ah non, c'est pas bien. Oui, c'est ça. Oui. Donc trop d'eau. Est-ce que ça s'équilibre sur une année, en fait, l'ensemble de la masse d'eau Non, parce que le problème, c'est que c'est 20% l'hiver. Oui, donc voilà. Après, il y a tous les orages de printemps. Là, pour l'instant, j'en parle pas ici, mais c'est aussi un enjeu fort. Mais en tout cas, c'est pluie hivernale. Alors, peut-être que... Enfin bref, on pourra en reparler, mais il y a sans doute des régions normandes qui sont plus sensibles à ça que la zone où nous sommes aujourd'hui. L'autre point, c'est sur les prairies. C'est un creux prairial, c'est-à-dire on va avoir des grandes séquences l'été où on n'aura pas d'herbe. Il n'y aura pas d'herbe. Donc, par contre, les séquences de pâturage seront plus longues. On pourra pâturer plus tôt à la sortie de l'hiver et pâturer plus tard à l'automne. Donc, il faut savoir jouer avec ça, hein, et adapter la gestion de l'herbe à l'échelle annuelle en fonction de ces nouveaux paradigmes. Et puis, voilà, le bocage, ça peut apporter de l'ombre, notamment pour des bêtes qui vont être en souffrance, parce qu'on sait qu'un bovin, au-delà de 22 degrés, il est en stress. Donc, quand vous aurez 30 ou 40 jours de température supérieure à 25 degrés, ce serait bien de pouvoir les mettre à l'ombre, ça serait bien de pouvoir les ventiler. Donc, tout ça, ça va être un enjeu extrêmement important. Et puis, dans ces zones de bocage, on ne fait pas que de la prairie, hein, on fait aussi du blé, on fait aussi des cultures, et tout ça, c'est des modèles qui sont interrogés, puisque les séquences végétatives sont beaucoup plus courtes. Donc tout ça, il va falloir, on peut en reparler dans la discussion, hein, mais tout ça, ça va être à réinterroger. Donc quand votre question au départ, c'était est-ce qu'il n'y a rien à faire ou est-ce qu'on peut faire des choses, il y a des choses à faire, c'est clair. Et on a les connaissances pour. Et puis dernière, vraiment diapo, avant la diapo de conclusion, ça c'est le principe universitaire, la dernière c'est toujours l'avant-dernière. Ouais. Donc en ce qui concerne les sols, c'est un point dont on parle assez peu. La Normandie, c'est une vaste collection de petits sols, à part quelques régions qui sont très bien dotées. Nord de Caen, la Seine-Maritime, hein, où il y a des très beaux sols très profonds avec des grosses réserves utiles. Par contre, autrement, c'est souvent des petits sols. Et prenons un exemple ici, la séquence 76-2005, où ce que l'on voit en jaune, c'est le déficit hydrique moyen, hein, c'est-à-dire il y a un déficit à peu près de 44 mm pour des sols qui ont des réserves utiles importantes. Là, on est sur des sols très épais qui ont au-delà de 150-200 mm de réserves utiles. Le scénario favorable ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on multiplie ce déficit hydrique par 2. Et sur un sol épais, dans des conditions du scénario 8.5 très défavorables, on multiplie par 4. Et là, nous sommes sur des très beaux sols. Imaginons ce que c'est sur des sols de 30 cm, avec des réserves utiles qui sont minimes. Donc, cet enjeu de la réserve utile, elle est absolument fondamentale. Et, je reboucle là-dessus, le bocage, il est extrêmement intéressant pour éviter cet assèchement des sols, pour augmenter la réserve utile par l'apport de matière organique. Donc il y a toute une ambiance qui est apportée par le bocage, qui est extrêmement intéressante pour justement atténuer ces effets du changement climatique. Conclusion, donc le bocage, c'est un espace particulièrement sensible, forte densité de cours d'eau, érosion. Je persiste à dire aujourd'hui qu'on s'intéresse beaucoup aux plaines en disant c'est là où le siège de l'érosion est le plus important. Si on n'avait pas de bocage, c'est sur les territoires bocagés ici qu'on aurait le plus d'érosion. Puisqu'on a des pentes plus fortes, on a des cours d'eau une densité de cours d'eau beaucoup plus importante. On a aussi des sols sensibles, donc c'est là où ce serait l'érosion. Le bocage nous protège de crises érosives très importantes. Ça sert aussi à conserver l'eau dans les parcelles, ça c'est un point extrêmement important, améliorer le taux de matière organique, couvrir les sols, cloisonner le paysage, tout ça c'est fondamental. Ça permet de rompre les connectivités hydrologiques que je vous expliquais, on sort d'une parcelle, on va sur la route, on va dans le cours d'eau, le bocage il sert aussi à ça, à limiter ces effets-là. Et puis il offre un très beau potentiel pour atténuer, s'adapter au changement climatique. Contrôler les excédents pluviométriques, contrôler les sécheresses, stocker du carbone, préserver la biodiversité, apporter de l'ombre
les effets microclimatiques, et puis pourquoi pas produire du bois énergie. Donc je terminerai là-dessus, hein, pour s'adapter au changement climatique, pour essayer de mieux maîtriser la ressource en eau et de sa qualité. Conserver les prairies, restaurer le bocage, c'est les deux bonnes méthodes. Gardons nos vaches. Je sais où vous allez m'emmener, vous dire. Je veux dire, historiquement, l'action des éleveurs, des agriculteurs, elle est plutôt bénéfique dans ce que vous évoquez. Oui. C'est-à-dire préserver nos prairies, nos haies, c'est dans l'intérêt aussi des éleveurs. Oui. Donc les éleveurs et agriculteurs qui sont là sont acteurs aussi. Ah, complètement. Oui. Aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui en Normandie, dans l'état où il est, hein, le bocage et le binôme prairie-bocage, il stocke 50% du carbone qui est produit par l'ensemble de l'agriculture normande. Qu'est-ce que je vous dis comme chiffre ? Non, pas du tout, n'importe quoi. Non, c'est 7% les prairies, 7% le bocage. Donc c'est 14-15% en tout. Mais ça veut dire qu'on a déjà perdu la moitié des deux variables là en 50 ans. Ça veut dire qu'il y a même pas 40 ans, on stockait plus de 30%. Donc c'est extrêmement important de maintenir aussi les prairies et les haies, parce que c'est une capacité de stockage extrêmement importante. Mais ces haies comme les rivières, c'est quelque chose d'artificiel en fait, ça a été travaillé, ces parcelles, c'est quand même une des rares œuvres de l'humanité qui est complètement construite. Il n'y a pas de haies naturelles. Ces forêts, comme on dit parfois, ces forêts linéaires, ça n'existe pas, c'est les hommes qui les ont construites. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'édifices purement humains comme ça, avec tant de vertus, hein, et aussi vertueux. Donc ça vaut vraiment le coup de les garder. Et puis j'ai mis juste cette petite photo ici, où là, parce que je disais, on est au passage entre vraiment le bocage et puis la plaine, mais rien n'empêche, hein, par exemple ici, c'est des photos que j'ai prises ce week-end. Je ne sais plus exactement, mais d'Evrecy, je crois, on voit le paysage. Et donc, où là, on voit un bocage qui s'étend dans la plaine, un bocage lâche, sur des grandes parcelles. Je pense qu'il n'est pas du tout gênant pour les cultures. Et puis, bah voilà, ça fait quand même un bocage. Donc on peut avoir des versions, je dirais, des versions un peu différentes, hein, voilà, des versions de transition vers les zones de grande culture. Alors avant de laisser la parole au gars du terrain de chez nous, hein, de Baptiste Masson, avez-vous des remarques, des réflexions, des questions par rapport à ce qui vient d'être évoqué et les actions que peuvent avoir, donc à nouveau, les élus, les agriculteurs, les éleveurs, et nous, les riverains? Oui, monsieur, devant, s'il vous plaît. En vous présentant, bien entendu. Oui, je m'appelle Gérard, j'habite la plaine de Caen, Crolly, donc quelque chose de complètement différent. Et j'entends bien que la géologie, les cours d'eau sont complètement différents. Donc je vous pose quand même la question, parce que nous, notre préoccupation, c'est la qualité de l'eau. Donc le bocage, quel est son intérêt sur la qualité de l'eau, mais qui serait effectivement sorti de la nappe phréatique du bocage? Je ne sais pas si c'est le cas, etc. Donc le bénéfice du bocage, enfin je pose la question, mais j'ai déjà la réponse, mais je ne suis pas le spécialiste. Oui, alors déjà, il n'y a jamais réellement de nappe phréatique dans le bocage. On est toujours sur du matériel imperméable. Donc, bien souvent, hein, si vous êtes sur des schistes pré-iovériens, par exemple, c'est un grand classique quand même des zones bocagères normandes, bah, vous allez avoir 30-40 cm de sol, et puis après, pouf, vous tombez sur, alors, suivant les régions, on va appeler ça le tulot, on va appeler ça autrement, mais en tout cas, cette espèce de schiste qui est en plaquette, qui se délite, hein, et puis après, on tombe sur le schiste j'irai en place et en bon état. Donc, ce qui veut dire qu'on a des réserves en eau qui sont très réduites. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, quand il pleut beaucoup dans ces zones bocagères et que vous avez de la boirie qui est un peu encaissée par rapport aux parcelles, eh bien, après la pluie, vous allez avoir pendant des jours des petites rigoles de flotte qui circulent. C'est simplement le ressuyage des sols. Hein, donc, on n'a pas vraiment nappe phréatique. On a des eaux qui se stockent dans les sols et puis après, qui sont restituées petit à petit. Et donc, c'est là où le bocage est vraiment intéressant, parce que toute cette zone-là, elle est explorée par les racines.
Donc ces fracturations qui sont liées aux racines des arbres facilitent l'infiltration plus profonde, vont avoir un rôle d'épurateur, donc on améliore la qualité de l'eau systématiquement. Alors là, si vous êtes sur Cruilly, c'est différent, parce que vous êtes sur d'autres types de formations, là vous avez de la nappe phréatique, c'est clair. Mais bénéfice sur la qualité de l'eau, c'est clair. Bénéfice sur la qualité de l'eau, bénéfice sur la gestion hydraulique, c'est-à-dire qu'en gros, le maître mot, c'est il faut garder l'eau dans les parcelles, parce qu'on va en avoir besoin pour l'agriculture. Donc il faut exploiter au maximum les réserves utiles qui sont souvent minces dans ce type de sol, garder l'eau, et puis qu'elle évolue au rythme de l'année hydrologique, quoi, et éviter les photos que je vous montrais, c'est-à-dire de l'eau souillée, parce que quand on voit la circulation de l'eau, qu'on a de l'eau terreuse, ou de l'eau chargée en matériaux, ça on le voit, on se dit il y a de la terre dans l'eau, mais sur ces petites particules de terre, elles servent de radeau à tout un tas de choses qui se promènent dans la nature et qui arrivent dans les cours d'eau. Je ne sais pas si ça rassure ceux qui boivent plus l'eau du robinet. Je ne sais pas si c'est votre question. Mais... Non, en fait, je voulais rajouter un détail. Je suis Frédéric Maupin, technicien assainissement à la communauté de communes. Pour revenir sur l'eau qui sort des parcelles et qui ruisselle sur les chaussées, elle se charge d'éléments qu'il y a sur les chaussées, des éléments qui sont liés au système de freinage des voitures, de la gomme et autres. Et du coup, elle se charge de polluants. Et après, elle va dans les rivières avec ces polluants. Donc c'est vrai que le bocage permet de freiner cette eau qui va aller sur les chaussées et se charger en polluants. Autre question? Monsieur, une remarque. Allez-y. Laurent, agriculteur, faut pas oublier la notion économique. Tu achètes 10 hectares, tu as 1,5 hectare de haies, tu fais du blé, tu reçois une subvention pour 9 hectares et demi, et pas 10. Et si tu veux avoir 10 hectares, tu rases le demi-hectare de haies, et tu as la subvention de 10 hectares si tu fais du blé. Oui, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, le système, un agriculteur n'a quasiment aucune aide pour entretenir un réseau de haies. Les dotations, là, ça va passer à 20 €, mais on était à 7 € pour replanter des haies. Donc c'est ridicule. Donc aujourd'hui, ceux qui entretiennent leurs haies, c'est des convaincus. Ou des gens, on connaît, qui sont passés, qui sont sur des systèmes tout herbe, d'élevage, pâturage tournant et autres, là où, effectivement, il y a un grand intérêt à avoir un réseau de haies qui est dense, quoi. Mais aujourd'hui, clairement, c'est pas... on n'y est pas, quoi. Et de toute manière, je dirais, il y a des grands domaines qui sont complètement oubliés. J'aurais tendance à dire que moi, en France, la question de l'eau, c'est-à-dire, d'ailleurs, il y a une agence de l'eau. Donc, il y a longtemps qu'on s'en est emparé. La gestion, le bon état des masses d'eau, c'est une question importante. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'agence du sol. Le sol, on s'en fout, globalement. Donc, alors que c'est quand même une ressource qui est quasiment pas renouvelable, ou qui se renouvelle très, très, très lentement, infiniment plus lentement qu'elle ne disparaît. Donc, et puis, tous ces aspects-là, ces aspects paysagers, le paysage, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé dans l'activité. On est en train de perdre notre belle biodiversité avec ce manque d'accompagnement des éleveurs et des agriculteurs. Oui, alors, ça, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur ces questions-là. On pourrait... Il y a parce qu'il y a plein d'exemples que je ne traite pas là. Il y a haie, c'est-à-dire qu'il y a la haie je dirais, entre les parcelles, et puis la haie qui est la plus massacrée aujourd'hui, c'est la haie de bord de route, puisqu'elle sert à la fois pour le passage de tous les réseaux. On ne veut pas qu'il y ait des arbres qui tombent sur la route, évidemment. Donc, en général, on fait de la coupe 3 faces à 1,50 m. Et puis, donc là, en matière de biodiversité, c'est quasi nul. Donc, voilà, il y a la question, elle est vraiment très, très complexe, quoi. Et puis, par rapport à la question que vous posiez au départ, sur qu'est-ce qu'un bocage, quand on prend les définitions, en général, c'est des parcelles encloses, et puis on parle toujours de levée de terre,
alors avec des arbres dessus, donc comme s'il y avait toujours des talus. Or, il y a quantité de bocage où il n'y a pas de talus, donc c'est des haies qui sont à plat. Donc, pour moi, c'est pas un critère, le talus. Par contre, je pense que, et beaucoup le pensent, qu'il faut avoir une vision plus globale maintenant, et qu'un bocage, c'est un système. Et des haies, c'est aussi accompagné par des mares, par des bandes enherbées, par voilà. Donc et puis par ces fonds de vallée. Donc tout ça, ça constitue des systèmes, et c'est ça qu'il faut sauvegarder, quoi. Parce mais ce sont des initiatives individuelles, en fait. Initiatives individuelles ou par communales. C'est pas forcément payant. Il y a des communes qui se sont lancées dans ce genre de travail. Alors, une dernière question, et on passe la parole à M. Masson. Là-bas, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est juste un témoignage. Oui. Je suis agriculteur sur Tilly-sur-Seine. J'exploite 20 hectares de terre en bio. J'ai 1,6 km de haies actuellement. J'en plante 1,4 km. Donc vous parliez des haies sur talus, c'est subventionné à 100%, parce que c'est un dispositif anti-érosion. J'ai un autre système sur de la haie plate, et là j'ai 30% de ma poche sur le montant, voilà, alors que c'est un bien d'utilité publique que je suis en train de mettre en place. Par contre, le souci que j'ai aujourd'hui, c'est l'entretien, parce que, alors on nous impose, je suis assez d'accord aussi, par rapport à la nidification, etc., des dates, voilà. On a des hivers de plus en plus pluvieux, on ne peut plus rentrer dans les champs sans faire des dégâts. Et si je ne le fais pas moi-même, je vais faire intervenir une entreprise pour le faire ou de la main-d'œuvre extérieure. Et en fait, je n'ai pas la capacité, sur la surface que j'exploite, de payer ce type de travaux supplémentaires. Donc là aussi, on veut bien faire tous les efforts, et je suis le premier à vouloir le faire, mais il faut que... Si c'est un bien d'utilité publique, il faut que tout le monde comprenne qu'on ne va pas y arriver non plus tout seul, quoi. Entièrement d'accord. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que globalement le bocage, on va pas faire toute l'histoire, mais il y a eu une époque où on avait besoin du bois pour tout, pour le chauffage. On avait besoin du bois pour tous les outils. Voilà, donc il y avait vraiment un besoin qui était important, qui a disparu avec le temps. Et aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est la charge de l'entretien. Donc, alors, il y a des pistes. Il y a la piste du bois énergie, du bois déchiqueté. Il y en a qui font vraiment cette... Mais moi, je crois vraiment qu'effectivement, le bocage, à la limite, c'est les agriculteurs qui l'entretiennent. Mais pour moi, c'est bien à tous. Parce que quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est tout l'aspect aménité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vient en Normandie, si les gens ils vont soit sur le littoral ou s'ils vont en Suisse normande, c'est parce qu'il y a des paysages. Il y a une économie derrière, quoi. Donc c'est un bien commun, et je trouve qu'effectivement les agriculteurs devraient être aidés pour pouvoir entretenir ces paysages. Oui. Il ne faut pas oublier aussi que c'est lié à l'historique de la France depuis l'après-guerre, où on a remembré, où on a perdu énormément de paysans. Comme les gens disparaissaient des campagnes, ceux qui restaient prenaient la terre et on agrandissait les parcelles. Et tout ça, c'est les pouvoirs publics qui l'ont mis en place. Et aujourd'hui, il ne faut pas non plus taper sur le dos des agriculteurs parce qu'il manque des haies. Vous parliez de sédimentation, là. Oui. Moi, étant gamin, j'habite Verson. Et toute la vallée de Verson, vous avez la disparition, sur le bassin versant de l'Odon, la disparition des prairies, la disparition des haies au profit de l'urbanisation. Et actuellement, l'Odon, elle agit comme une chasse d'eau de WC, c'est-à-dire en forte pluviométrie. Vous avez une quantité énorme d'eau qui arrive. Au bout de 2 jours, le niveau rebaisse à vue d'œil. Alors qu'avant, avec les haies, l'eau était retenue et les quantités de sédiments, parce que quand vous faites une zone pavillonnaire, vous mettez du gravillon, ensuite vous faites les maisons, 2-3 ans après, vous mettez l'enrobé, et pendant 2-3 ans, tous les gravillons partent, les sables, etc. Et il y a un endroit à Verson où, étant gamin, je me serais noyé dans la rivière. Actuellement, l'eau arrive
au genou. Voilà, donc triste constat, mais une réalité aussi. On va maintenant parler de notre territoire. Vous êtes technicien, en fait, sur la communauté de communes. C'est ça. Dédié justement à la gestion de l'eau, au bocage. Et vous la... avez vous-même été élève de nos deux maîtres de conférence. Exactement, voilà. C'est ça. Donc j'ai été étudiant à l'université de Caen sur ces questions. Oui. Donc je suis aujourd'hui technicien en bocage donc pour la plantation de haies sur le secteur d'Évrecy et donc de la communauté de communes. Donc oui, pour rebondir un petit peu à ce qui a été dit par certains agriculteurs, bon, c'est vrai que le bocage présente certaines difficultés. Hein. Je suis premier, le premier à le constater. Mais bon, je pense quand même qu'il ne faut pas avoir un discours pessimiste et il y a quand même des bonnes actions qui en sont faites. La plantation, on l'a dit, pour l'aspect anti-érosif est financée quand même à 80% par l'agence de l'eau et les 20% restants sont pris en charge par la communauté de communes. Donc aujourd'hui, les anti-érosives ne coûtent rien à l'agriculteur. C'est sur le surtalus, c'est ça, c'est ce qu'on a évoqué Sur talus ou à plat, du moment qu'elles jouent un rôle anti-érosif, donc si elles sont plantées perpendiculairement à la pente, il n'y a pas de reste à charge pour l'agriculteur. Donc ça, c'est un élément assez important quand même à tenir en compte. C'est vrai que par contre, l'agriculteur aura la gestion de la haie sur le long terme, donc son entretien est forcément à la charge de l'agriculteur. Donc c'est là où le frein est le plus important. Mais donc je trouvais que c'était un point assez intéressant à souligner, et d'autant plus aussi qu'on parlait du bois. Donc historiquement, les haies avaient vocation à être exploitées, récoltées, pour faire des fagots en Bretagne et autres, pour chauffer les fours, alimenter les boulangeries et autres. C'est une tradition qui s'est perdue, donc qui s'est substituée aux énergies renouvelables. Mais je pense qu'on y revient progressivement. On parle de plus en plus d'énergie verte, énergie renouvelable, et il y a des structures de bois de commercialisation de bois et de récolte de bois qui se structurent. Je pense à la Fédération des CUMA, dont les locaux sont à côté, qui mettent à disposition du matériel de valorisation de la haie, donc de la batteuse à la déchiqueteuse, donc qui permettent en fait des chantiers clés en main, et pour déléguer un peu ce travail de récolte du bois à l'agriculteur, pour lui substituer cette charge en fait. Donc ça a toujours un coût, hein, c'est des entreprises, c'est des prestataires qui font le boulot à la place des agriculteurs. Donc c'est vrai que c'est parfois pas facile, mais n'empêche que ça peut être un outil de production supplémentaire et qui finance, à une exploitation. Et là du coup c'est comme la récolte de blé, c'est l'agriculteur qui avance ces charges-là de récolte. Et le bois ensuite peut être racheté par les collectivités. Il y a des collectivités qui chauffent au bois déchiqueté. Hein. Il y a des bâtiments communaux sur le territoire qui chauffent au bois déchiqueté. Donc là, après, c'est des contrats qui sont passés directement avec les agriculteurs. Donc bon, c'est un cercle assez vertueux. On est dans cette démarche on est vertueux à ce niveau-là On est dans une démarche vraiment de commencement. C'est-à-dire que les filières bois-énergie se structurent et... déjà, les quantités de bois ne sont pas forcément suffisantes sur le territoire pour répondre aux besoins de bois. Donc, en général, le bois, il vient d'ailleurs, hein, de forêt principalement, et pas du bocage. Et ensuite, encore une fois, il y a assez peu de bâtiments communaux pour l'instant qui se chauffent au bois. Donc, la demande n'est pas encore suffisante pour apporter une rémunération en fait convenable à l'agriculteur. Bon, après, ça se structure, ça demande du temps, mais je pense que c'est en bonne voie. Donc voilà pour les aspects bocage, c'était juste pour revenir, j'avais fait cette petite carte, on l'a déjà évoqué, hein, mais c'était rapidement pour rappeler voilà, le contexte lié à l'hydrologie sur le territoire de la communauté de communes. Donc on l'a dit avec l'Orne et l'Odon qui passent, donc les deux principaux cours d'eau. Il y a aussi toute la vallée de la Guigne sur le secteur d'Évrecy qui occupe une place assez importante. Donc on voit là avec la cartographie des bassins versants. Donc le bassin versant de la Guigne qui occupe quasiment la moitié de la superficie de la communauté de communes. Et puis voilà, on en parle assez peu, mais il y a aussi d'autres plus petits bassins versants. Le bassin versant de la Lèze. On a également une partie du bassin versant de l'Ajon et une partie du bassin versant du Flagy. Donc ça c'est pour les cours d'eau qui nous concernent sur le territoire. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc les aires d'alimentation de captage. Donc là, ce qui nous concerne tous, hein, c'est d'où vient notre eau potable, l'eau du robinet. Donc voilà, les points bleus, c'est toutes les zones de prélèvement en eau potable. Donc on remarque que sur les 7, il y a 6 stations de captage donc, qui captent de l'eau en souterrain. Donc l'eau du robinet sur le territoire vient principalement des nappes d'eau souterraines. Donc voilà, et il y a une seule station de captage directement dans un cours d'eau, donc c'est dans l'Orne.
C'est la prise de l'eau de l'Orne, tout simplement, à Malto, qui a été créée assez récemment, il y a quelques années. Là, le gros bâtiment qu'on voit depuis le périph'. Donc c'est la seule prise d'eau, voilà, qui prélève de l'eau dans l'Orne directement et qui est traitée à l'usine d'eau potable. Donc ça, c'était pour rappeler un petit peu le contexte et l'origine de notre eau du robinet, tout en sachant, voilà, qu'on le disait tout à l'heure, l'ensemble des cours d'eau sur le territoire est classé au niveau écologique moyen. Donc il y a trois niveaux de classement. Donc le bon état écologique des cours d'eau, le moyen état écologique et le mauvais état. Donc là, c'est des seuils, je ne les ai pas en tête, hein, c'est des seuils de nitrates et de pesticides qui sont établis par l'agence de l'eau et autres structures. Et donc voilà, l'ensemble des cours d'eau est en état moyen. Donc voilà, mais c'est stable ou en fait c'est des mesures régulières, c'est récurrent Alors j'ai pas la fréquence des mesures en tête. Ce que je sais, c'est que le premier diagnostic qui avait fait état sur le territoire, il y avait un seul cours d'eau en bon état écologique. Je sais plus c'était lequel. Et ce seul cours d'eau est passé en moyen état écologique. Donc, mais globalement c'est assez stable. Sur ce seul cours d'eau, il y a une dégradation, mais pas notable. Globalement, on est sur des seuils à peu près stables. Au niveau de la pollution. On a, nous, ces informations on peut les avoir Je pense. Parce que c'est une vraie interrogation, on s'inquiète quand même. Donc, est-ce qu'on a accès à ces mesures ? Alors oui, vous avez accès à toutes ces données puisqu'elles sont transmises à l'Europe dans le cadre de la directive 4 sur l'eau. Il suffit de taper sur Internet rapportage, alors c'est un mot bizarre, traduit de l'anglais reporting, et donc chaque État doit rapporter à l'Europe l'état de ses cours d'eau. Alors après, c'est plein de fichiers Excel, plein de... Bon, les données existent, après, pour s'y retrouver, c'est un métier. Mais... Bah, c'est un technicien qu'on a sur notre territoire, on appelle Baptiste. Non mais... On appelle Baptiste qui gère l'eau de notre territoire et vous avez les informations. Pour la qualité de l'eau potable, alors je ne vais pas être forcément en mesure de vous répondre. Après, il y a une structure basée sur quoi c'est... j'ai plus le nom en tête. Mais c'est Eau du Bassin Canet, ouais, c'est ça, c'est Eau du Bassin Canet qui s'occupe justement de faire l'étude de cet état écologique des cours d'eau et qui a les données sur les seuils de nitrates et de pesticides, donc qui organise généralement voilà, des rendez-vous pour alerter les élus et les agriculteurs sur le territoire justement de ces enjeux-là. Question ? Enfin, je vais essayer de répondre à la question. Comme je vous disais tout à l'heure, dans un collectif citoyen, on est très attentif à la qualité de l'eau dans la plaine de Caen, de Crolly, etc. Et en fait, sur l'information, effectivement, les agences de l'eau fournissent des renseignements aux communes et sont tout à fait accessibles à chacun. Là où ça blesse un peu, l'information existe, c'est que y a des analyses d'eau qui se font trimestriellement, qui sur lesquelles un certain nombre de pesticides sont analysés, pas tous, hein. Et lorsque ces analyses sont faites aujourd'hui sur tout le bassin de Caen, et je présume aussi ici, la qualité de l'eau est quasiment considérée comme inconsommable, lorsqu'on a pris toutes les références. Mais tous les mois, vous avez une analyse plus simple où apparaît le terme de eau tout à fait consommable. Donc ça, c'est un petit problème citoyen qui interroge beaucoup. C'est-à-dire que les analyses approfondies sont certes coûteuses, donc trimestriellement, l'eau est bonne 2 mois sur 3, et le 3e, elles ne sont pas bonnes. Bon, ça c'est une situation importante. Donc l'information, on peut l'avoir. Simplement, bon, c'est pas le sujet de votre conférence, donc c'est que l'information n'est pas donnée, ou très peu donnée, y compris aux municipalités qui n'ont pas une information, certaines le demandent, ce qui était le cas à Crolly où le maire, qui s'appelle Thierry Ozen, qui est un médecin, qui a alerté sur le principe de précaution sur la qualité de l'eau du bassin de Caen, qui n'est pas réglé, qui est difficile à régler parce que ça suppose des investissements considérables. Vous avez tous entendu parler des PFAS. Ça, c'est la dernière nouveauté, c'est des polluants éternels, donc on ne va pas se sortir de l'éternité de ces pollutions, pour lesquelles des analyses sont en cours.
Donc on ne connaît pas les effets sur la santé. Ça c'est quasiment une fatalité. Hein. Les sols sont ce qu'ils sont, ils ont été exploités, il y a des pesticides en quantité. Mais ce qui manque, c'est l'information réelle, et pas un mois c'est bon, un mois c'est pas bon. La pollution s'accroît, elle n'est pas en diminution. Et effectivement, les bocages sont des solutions. Alors, bon, d'accord, ok. J'ai laissé volontairement, c'était intéressant. Alors, le bocage ne fait pas tout, voilà. Je vais peut-être aller encore un peu plus loin. Il a été médiatisé récemment des communes où il y avait des canalisations là en plastique ou je sais pas. Et en fait, on avait interdit aux habitants de boire de l'eau à cause de ces canalisations. Donc là, on peut avoir un bocage qui est ce qu'il est, un traitement de l'eau, les canalisations d'une certaine époque n'étaient pas. Oui, en général, oui, les réseaux de canalisation dans les communes datent d'une certaine époque. Et en général, là, ils sont en cours de révision, justement. Après, c'est nous, sur la communauté de communes, l'eau pluviale charge des communes. Donc, c'est les communes qui s'occupent de leur réseau d'eau pluviale et qui ont les moyens financiers ou pas de les restaurer. Après, là, c'est compétence des communes pour ce qui est des eaux pluviales. On poursuit. On poursuit. Donc, je voulais mettre en relation ce zonage réglementaire, donc avec les cours d'eau justement et le bon état écologique. Donc c'est l'ensemble des zones réglementaires, donc les espaces naturels sensibles sur le territoire. Donc il y en a 4. Il y a la vallée de l'Odon sur l'Odon. Il y a sur ce même cours d'eau le bois des Amis de Jean Bosco. Et sur l'Orne, il y a les roches du Val d'Orne et de la Lèze. Et sur la Guigne, le site archéologique de Vieux. Donc voilà des espaces naturels qui sont à proximité des cours d'eau, au même titre que les ZNIEF, donc les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, donc qui sont recensées sur la carte, donc dont on voit la présence assez étendue. Donc en fait, c'est des espaces réglementés où il n'y a pas le droit, par exemple, de faire des épandages. En général, de toute façon, ce sont des zones protégées, donc de prairies. C'est pareil, où il n'y a pas de parcelles cultivées pour justement éviter les apports de pesticides à proximité directe des cours d'eau. Donc tout ça pour refaire écho au bocage. Donc on en a fait l'état tout à l'heure sur la communauté de communes, donc 500 km de haies, donc sur un territoire d'une superficie de 131 km². Donc on l'a dit, hein, une densité moyenne de 38 mètres linéaires hectares, donc ce qui est une moyenne assez faible. Encore une fois, on parle de moyenne, donc il y a des disparités sur le territoire. Moi, je voulais juste mettre l'accent sur le fait que déjà qu'on a un chiffre assez faible, 38 mètres linéaires hectares, mais le peu de haies qui restent, ce sont des haies généralement en mauvais état. On l'a dit, comme les haies sont en déprise, elles n'ont plus d'utilité quelque part. On fait de moins en moins de bois, on exploite de moins en moins la haie pour son bois. Donc c'est des haies qui sont laissées à l'abandon, soit pas entretenues, soit à contrario trop entretenues par les pareuses au bord des routes. On l'a dit, les haies taillées 3 faces. Et donc toutes ces haies-là sont en mauvais état, les arbres dépérissent. Avec le changement climatique, on en parlait aussi, il y a les effets des maladies sur les arbres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'essences d'arbres qui sont malades. Le frêne, il a la calarose. Le châtaignier, il a l'encre. Il y a beaucoup d'arbres qui souffrent. Le hêtre, on le voit, on a vu pas mal de reportages récemment. Le hêtre dans nos forêts se porte mal à cause des sécheresses estivales. Enfin voilà, donc moi en tant que technicien bocage aussi, c'est mon rôle d'essayer de voir quelles essences résistent le mieux. Moi, j'ai pas la connaissance et la prétention de le savoir. Seul l'avenir nous le dira. Donc, heureusement que vous êtes optimiste. Hein. Oui. Non, mais pour apporter un point d'optimisme quand même, il faut. On ne connaît pas la capacité de résistance non plus. On n'a pas le recul nécessaire de connaître la capacité de résistance de ces essences d'arbres-là. Et peut-être qu'elles réussiront à s'adapter au changement climatique, et on l'espère. Et encore une fois, il y a des maladies, mais qui ne sont pas forcément mortelles. Elles atteignent les sujets et elles les font dépérir. Mais tous les arbres ne meurent pas. Il y en a certains qui, à des endroits plus que d'autres, on ne sait pas pourquoi, mais qui résistent mieux. Et donc l'idée, via des labels et via des peuplements locaux, en général, on plante avec ce qu'on appelle le label végétal local. Donc c'est des arbres qui poussent sur le secteur, issus de forêts locales, et donc normalement des plants plus résistants et adaptés à notre territoire et à nos sols.
Là aussi, il n'y a pas de modèle, hein, donc il faut s'adapter C'est ça, à il n'y l'existant. a pas de modèle, on n'a pas les réponses sur quel arbre planter pour demain. C'est des travaux qui sont en cours et c'est des réponses assez longues à apporter. Là, je l'inscris en faux, puisqu'on vient de publier la liste, donc ça existe. D'accord. On m'a devancé alors. Là, elle est sur le site de la NBDD, justement. C'est dans le cadre du... il participait dans le cadre du GIEC normand, donc il y avait un item sur haies et bocage, et donc il y a une liste qui a été publiée en groupant la NBDD, l'université, et puis le conservatoire botanique, donc sur les espèces qui pourraient être... Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que il ne faut pas appliquer les principes de la gestion forestière à la gestion bocagère, ça n'a rien à voir. Mais bon, on pourra en parler. Un autre sujet. C'est ça. Baptiste. Oui, donc juste pour revenir aussi à cette carte d'occupation du sol, donc c'était pour mettre en corrélation la présence des haies, comme on l'a dit, donc sur les basses vallées, sur la présence qui conjointement à la présence de prairies. Donc on voit que sur tous les plateaux agricoles, donc en jaune, là, la présence de haies est beaucoup moins installée. On le voit bien avec cette comparaison-là. Donc voilà pour la présence de haies. Pour revenir aux enjeux, donc les conséquences quand même de la disparition de haies, c'est assez intéressant à souligner. Donc on le constate bien par ces petits schémas. Donc on l'a dit, la haie aide à l'érosion, mais pas que la haie, il y a aussi tous les systèmes qui vont avec. Donc la présence de fossés, la présence de talus. Et à contrario, voilà, quand on n'a pas ces éléments-là dans le paysage, on observe du ruissellement, de l'érosion, la pollution de nos cours d'eau et la montée en charge plus rapide des cours d'eau du fait justement de l'accélération de l'eau des parcelles agricoles jusqu'aux cours d'eau. Donc voilà, j'aurais pu faire pas mal de cas concrets sur le territoire. Donc ils sont assez nombreux, j'ai décidé d'en mettre seulement 3, donc les plus visibles, les plus parlants, dont l'un date de cet hiver. Donc c'est la route des randonnées pour ceux qui connaissent entre Évrecy et Wacogne-Neuilly, donc juste à côté. Donc là, c'est des images qui datent de cet hiver où on voit en fait que les pluies à répétition, les sols gorgés en eau ont fait s'affaisser le talus. Donc peut-être aussi faute au manque d'arbres et de racines qui auraient pu retenir ce talus, parce que des arbres bien développés avec un réseau racinaire bien développé auraient peut-être pu maintenir la terre. Et puis le manque de fossés aux abords de la voirie qui a carrément créé une rigole, on voit pas trop sur l'image, mais d'une 40aine de centimètres de profondeur et pareil pour la largeur. Donc là c'est vraiment les eaux de ruissellement des parcelles agricoles qui se concentrent sur la voirie en fait et qui forment vraiment, qui érodent le bord de la voirie et la chaussée carrément est déstabilisée. Donc on voit avec la carte sur la gauche là, où il y a un système de pente assez fort à cet endroit-là. Donc on perd plus de 15 mètres d'altitude sur environ 300 mètres de long. Et là, vraiment, l'eau prend la pente. On voit aussi les parcelles agricoles. Donc il y a des prairies forcément aux abords du ruisseau. Mais un petit peu en amont, on a des parcelles cultivées. Et on le voit là sur l'imagerie aérienne, des parcelles qui sont cultivées dans le sens de la pente. Donc avec des sols dépourvus de culture du mois de septembre au mois de mars. Là, les semis sont parfois implantés, mais pas suffisamment développés. Donc on a des sols nus, travaillés dans le sens de la pente. Donc dès qu'il y a des précipitations, forcément l'eau, il n'y a pas de racines pour infiltrer les eaux. Donc l'eau prend le labour et puis file directement au cours d'eau, ou prend la route et ensuite prend le cours d'eau. Voilà ce qui cause des dommages sur la route. Là, il n'y a pas d'enjeu habitation en aval, mais on constate quand même les dégâts assez importants que ça peut présenter. Et bon, voilà, encore une fois, on insiste sur ça, sur ces images. Bien souvent, on entend ça à la télé, médiatisé, on se dit c'est loin de chez nous, mais pas du tout. Quand on prend le temps d'observer, on se rend compte que c'est assez présent sur tous nos territoires. Le deuxième cas, donc, c'est la route des Quais Notre-Dame à Avenay, où là, pour le coup, on a des enjeux liés à l'habitation en aval. Donc la photo en haut à droite, on constate que c'est une parcelle cultivée avec une pente qui n'est pas très marquée, mais qui est quand même... le bassin versant, la parcelle est assez grande. Et en bas de cette parcelle, on a une haie qui présente des trouées, une haie à plat.
Et donc, il suffit pas d'arrêter le ruissellement. Donc, quand il pleut, littéralement, donc la pluie vient de ce champ et n'est pas freinée par la haie. Donc, la pluie prend la route, comme on voit sur l'image du dessous. Et là, c'était 4 jours après une pluie. Et on voit quand même qu'il y a des débits d'eau assez importants dans le fossé, 4 jours après la pluie. Donc vous imaginez, lors d'un orage ou lors de pluies à répétition, il y a des volumes d'eau bien plus importants qui sont déversés sur cette route. Donc le réseau de fossés qui est censé emprunter la Guigne, sauf que quand les fossés débordent, ça emprunte la route. Route qui est communicante avec des habitations, dont certaines habitations en aval de cette route sont inondées. Alors les gens n'ont pas pour l'instant d'eau dans leur maison, mais quand même sur le seuil de leur porte. Donc c'est quand même assez préoccupant. Donc là, mon rôle, moi justement, c'est de proposer une plantation de haies sur talus vraiment à la partie basse de cette parcelle. Donc voilà, c'est aussi dans les objectifs qu'on a de l'agence de l'eau, donc de restaurer le bon état écologique des cours d'eau. Donc là, il y a deux enjeux, je dirais, c'est d'infiltrer les eaux sur la parcelle pour justement atteindre ce bon état écologique et éviter le transfert de polluants. Et il y a aussi, et surtout, je dirais, l'enjeu de ne pas inonder les habitations en aval. Donc pour ça, moi... C'est acté, ça? C'est proposé, mais ensuite... C'est proposé aux agriculteurs, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais on peut rien imposer. On est sur du foncier privé, donc c'est l'agriculteur, moi je lui propose ces aménagements, et c'est l'agriculteur qui reste décisionnaire de oui ou non s'il accepte ce projet. Non, et là encore une fois, là c'est l'agence de l'eau qui finance, et la communauté de communes qui finance donc via la taxe Gemapi, donc via nos impôts, les 20% restants de ce projet. Donc il n'y a pas de reste à charge pour l'agriculteur pour la plantation d'une haie sur talus à ces endroits-là. Mais bien évidemment, il y a quand même une perte de foncier sur 1 mètre, 1,50 m de large. Si on plante une haie, quand la haie sera vieillissante, il peut y avoir une perte de rendement au pied de la haie. Mais bon, je pense qu'il y a plus d'atouts que de contraintes quand même à la plantation. Mais malgré tout, on ne peut pas décider à la place du propriétaire. C'est lui qui reste maître de ses aménagements et de son foncier. Donc voilà, ça c'est un peu les limites, je dirais, que je rencontre dans mes actions. Et donc le dernier cas, pour faire un peu plus rapide et plus parlant, donc là c'est le lieu-dit Les Jardins, à l'Est-Clinchamp. Donc là, on est vraiment en système de plaine. Là, il n'y a pas une haie à des kilomètres à la ronde, mais historiquement c'était également comme ça. Hein. Quand on remonte assez loin sur la cartographie, on voit qu'il n'y avait pas tellement de présence de haies. Mais néanmoins, avec les pluies de plus en plus importantes et les débits de plus en plus importants, les pluviométries, ces phénomènes-là se produisent de plus en plus fréquemment. Donc on constate que voilà, dans la partie basse de cette parcelle agricole qui fait, je ne sais pas dire, mais peut-être une trentaine d'hectares, tous les hivers, on a une nappe d'eau qui se forme, qui déborde même sur la route, donc qui pose problématique sur la voirie et surtout sur les maisons qui sont en contrebas. Donc on ne le voit pas sur l'image du dessus, mais donc du côté gauche de la route, à une centaine de mètres environ, sur la trajectoire d'écoulement, on le voit plutôt sur la cartographie là. Mais on a un corps de ferme, donc qui était anciennement, il y avait une seule maison d'habitation, donc ça posait pas trop de problème. La cour de la ferme était inondée, mais depuis ça a été divisé en lots, et il y a à peu près 5-6 propriétaires différents. Et donc depuis 2015, il me semble, c'est habité, et quasiment tous les ans, été comme hiver, on a des inondations, donc on voit avec de l'eau qui arrive sur l'été aussi, oui, suite aux orages. Suite aux orages, on a des débits trop importants qui arrivent, et donc il y a à la fois la cour imperméable du corps de ferme et à la fois l'eau de ruissellement des parcelles en amont qui arrivent dans la cour et donc qui inondent les habitations assez fréquemment. Donc là, c'est pareil, c'est encore mon rôle de proposer des aménagements. Donc là, pareil, une plantation de haies sur talus au bord de cette route permettrait de résoudre bien des problèmes. Mais voilà, c'est 1 mètre de foncier de perdu sur peut-être 400 mètres de long. Donc on n'est pas toujours accueilli bras ouverts quand on propose des plantations de haies. Donc là, encore une fois, malheureusement, c'est la conclusion de ma dernière diapo. Oui. Pardon. C'est plusieurs hectares de perdus, oui, mais après, quand on voit les bénéfices que ça a... Mais si tu fais une haie sur un talus et que tu empêches l'eau de sortir de la parcelle,
l'eau s'accumule dans la parcelle. Comme c'est plat, ça s'étale et tu as plusieurs hectares. C'était l'argument de l'exploitant, oui. Alors le sol, quand même, à ces endroits-là, il y a quand même une certaine perméabilité. Je pense pas qu'on étende la flaque de centaines et de centaines de mètres. Quand tu as 40 mm d'eau au mois de juillet, non, ta perméabilité, tu peux t'asseoir. Oui. Après, c'est tout le débat, voilà, de trouver le compromis entre sacrifier une parcelle agricole, mais ce qui n'est pas facile, parce que si on sacrifie une parcelle agricole, et ben voilà, il y a des rendements moindres, et donc une perte pour l'exploitant, qui n'est pas forcément à l'origine de ce problème, on en est conscient. Et c'est ce sur quoi l'exploitant appuie pour me dire qu'il n'est pas à l'origine de ce problème-là, et on en est conscient. Et donc le tout, c'est de réussir à faire avec. Donc, tu peux acheter la zone. Non, les communes et la communauté de communes, c'est là encore le problème, pourraient acquérir du foncier pour faire ce type d'aménagement, mais n'ont pas les moyens financiers, vu le nombre de problèmes qu'on rencontre. C'est toute la difficulté du boulot, c'est d'essayer de trouver des bonnes alternatives et des bonnes solutions. Donc l'autre solution qui a été proposée, c'est de faire un fossé pour canaliser les eaux jusqu'au cours d'eau. Mais là, le problème, c'est qu'on dévie le problème, justement. On reporte le problème plus en aval, avec les conséquences que ça a sur le cours d'eau. Le cours d'eau va monter en charge plus rapidement. On emmène directement les polluants directement au cours d'eau non plus. Donc là, je dirais que pourquoi je propose une haie sur talus, c'est que c'est la seule solution. Après, l'exploitant, je suis conscient des enjeux économiques et de la perte que ça peut engendrer. Mais malheureusement, les solutions, il n'y en a pas des centaines. Et c'est soit ça, soit on amène directement l'eau via des réseaux de fossés au cours d'eau. Donc on est aussi limité dans nos aménagements et sur le budget dont on possède, donc pour proposer des aménagements. Donc voilà toute la complexité de la plantation. On poursuit, on conclut peut-être cette présentation. Peut-être conclure. Donc c'était juste pour rappeler que voilà, la communauté de communes, on est doté de la compétence GEMAPI, donc comme l'a dit Monsieur Cador. Donc quelles actions? Donc c'est la plantation de haies à plat ou sur talus, la restauration des zones humides et des zones d'infiltration comme les mares, et également donc les études pour la restauration des cours d'eau et la restauration de la continuité écologique. Donc là c'est mon collègue technicien rivière qui s'occupe de ça. Donc pour faire un petit focus et une petite conclusion sur la communauté de communes, donc c'est 9,5 km de haies qui ont été plantées sur le territoire en 3 ans, dont 3,5 km de plantation cet hiver et 5 km en projet pour l'hiver prochain. Donc voilà, avec différentes photos des aménagements qu'on peut mettre en place. Donc comme je vous l'ai dit, avec le travail du sol, des travaux de talutage pour infiltrer les eaux, et voilà, avec différentes essences. Et l'exploitant a aussi le choix, voilà, du type de paillage, du type d'essence desquels il plante. Voilà, c'est assez ouvert de ce côté-là. Et la deuxième partie du programme et du volet, donc c'est la restauration des mares aussi, donc en lien avec les financements de l'agence de l'eau, donc pour préserver le bon état écologique des cours d'eau. Là, vous allez me dire quel est le rapport. Bah, c'est tout simplement que les mares permettent d'infiltrer aussi les eaux. C'est des zones tampons qui permettent de maintenir les eaux et d'éviter qu'elles aillent au cours d'eau. Donc voilà, une solution aussi autre que les haies de permettre l'infiltration des eaux. Complémentaire. Exactement. On parle souvent justement d'aménagement d'hydraulique douce, donc on parle beaucoup de haies. Il y a aussi donc, la réhabilitation des mares. Il y a aussi ce qu'on appelle les fascines, donc des haies sèches qui sont faites en Seine-Maritime et donc qui permettent d'infiltrer les eaux. Et également les bandes enherbées. Donc c'est les principaux aménagements d'hydraulique douce dont on dispose pour réussir à infiltrer les eaux. Et donc en conclusion, en mot de la fin, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc c'est que ces aménagements là aussi ont leurs propres limites. Une haie sur talus va pas résoudre tous les problèmes. C'est vraiment l'ensemble des travaux qui fait que c'est efficace. Là on voit donc c'est le réseau de fossés communiquant à une mare, donc la mare qui se trouve pleine durant l'hiver. Et donc voilà, il y a 2 mares en amont de celle-ci, donc un réseau de 3 mares qui arrive à se trouver plein l'hiver et qui déborde et qui prend le chemin. Donc après l'eau qui va directement au cours d'eau. Donc 3 mares restaurées, mais on voit que ça suffit pas pour collecter toutes les eaux de ruissellement. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Donc bravo en tout cas. Merci Baptiste. Oui. Alors. Normalement, on devait conclure avec une note d'optimisme, c'est-à-dire
d'être fou et de se dire qu'on pouvait encore, chacun d'entre nous, agir sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais chacun avec ce qu'on est, qui on est, élu, riverain ou éleveur, agriculteur. Et donc, est-ce qu'il y aurait des pistes? Alors, les intervenants, mais vous également, est-ce qu'il y aurait des pistes concrètes pour agir? Alors, je sais, il y a toujours un problème économique, évidemment, mais est-ce que vous, élus, est-ce que vous, éleveurs, agriculteurs, riverains, pouvez avoir les clés pour... faut bien y arriver quand même, hein, sinon... Ce que j'ai observé, c'est que le Conseil général a acheté des prairies en bordure de l'Odon. Oui. Ils ont posé des clôtures pour pas que les bovins s'approchent. La rivière fait un méandre. Ils ont posé la clôture. 2 ans après, vous aviez 3 piquets de clôture qui avaient le pied dans le vide. Parce que la rivière a creusé. Et ça fait plus de 10 ou 15 ans qu'ils achètent des prairies et qu'ils ne font aucune plantation au niveau de la rivière. Parce que leur idéologie écologique, la rivière doit être libre et d'aller où elle veut. C'est pas grave si elle emmène 25 tonnes de sédiments par an, mais ils sont dans un focus de l'écologie pure et dure et extrémiste. Bon, ça apparemment ça marche pas. C'est pas ce que je vous demandais. Hein. Mais bon, c'est le Conseil général. C'est la réalité. Est-ce qu'il y aura des actions positives à mener, mais des petites actions à chacun d'entre nous? Enfin, après, peut-être qu'on va pas y arriver. Hein, mais... Bonsoir. Loïc Amaillé-sur-Orne. Je voulais quand même, juste avant, monsieur, qu'on passe à comment on va sauver notre peau, réagir à ce que vous avez dit, et puis j'ai une question. Et je fais comme ça un peu miroir à ce que disait fort justement monsieur sur la bande des 400 mètres. Les 5 lots que vous citez à l'Esclinchamp, j'ai entendu, ça m'a surpris, qu'ils étaient inondés hiver et aussi été. Ma question c'est, est-ce que leur assureur, ou est-ce qu'un assureur accepte leurs risques, et que se passera-t-il le jour où l'assureur refusera, tous les assureurs refuseront de les assurer, et qu'ils feront un procès à l'agriculteur, ces gens-là? C'était ma première réflexion. Et ma deuxième, nous à Amaillé-sur-Orne, en plus du bocage qui s'arrache à la pelleteuse, on a une zone humide qui a été très discrètement supprimée lors des travaux par une entreprise qui s'appelle Bouygues, pour ne pas la citer. Et j'ai noté que vous évoquiez la compétence GEMAPI, c'est-à-dire que nous, le collectif citoyen qui est en train de se monter sur Amaillé-sur-Orne, parce que la mairie ne s'en occupe pas, notre maire Colino ne fait rien, eh bien, on peut vous solliciter directement, monsieur? Alors, pour la première réaction donc, liée aux assureurs, franchement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les habitants de ce corps de ferme ont acheté en connaissance de cause. Il y a des diagnostics qu'ils ont fait lors de la vente. Il avait été fait état qu'il y avait des ruissellements sur cette zone-là. Après, je pense qu'ils ont acheté en connaissance de cause, mais sans se rendre compte vraiment des problèmes auxquels ils allaient être confrontés plus tard. Et pour la deuxième question, j'ai pas exactement saisi l'objet de votre demande. Oui, est-ce qu'on peut vous solliciter, nous, en tant que simples citoyens, et avoir une expertise? Pour la restauration de mares? Oui, voilà, savoir comment on peut faire pour restaurer les zones humides qui ont été détruites. Alors, les zones humides, concernant la réglementation, donc pour toutes ces questions-là, c'est l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui est en charge de faire état des disparitions de haies ou d'autres espaces protégés, espèces protégées. Donc là, c'est l'Office français de la biodiversité. Moi, je dirais que je suis qu'un interlocuteur, donc vous pouvez vous reporter à moi pour que je vous redirige vers les services de l'État compétents pour la constatation de la disparition de ces espaces-là. Y a-t-il d'autres... pas questions, mais initiatives J'avais demandé la parole aussi. Oui. Je suis un petit peu surpris par le fait que, bon, certes, l'agriculteur qui plante des haies apporte des services sur le paysage, sur la circulation de l'eau, etc. Mais j'ai l'impression, alors j'ai mal écouté, mais qu'on ne parle pas des avantages pour lui-même. C'est-à-dire que le champ qui est... parce que vous nous avez montré une photo de bocage avec... on avait deux haies au milieu d'un espace qui faisait, à mon avis, bien 20 hectares ou 10 hectares, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut encore parler de bocage?
Mais l'agriculteur qui a des haies autour de son champ, bon, alors, évidemment, si c'est des cultures, ça ne va pas être des mailles de 50 mètres, mais avec des mailles plus grandes. Est-ce que lui-même n'a pas un avantage, bon, en dehors même des risques qu'il peut avoir de se faire engager sa responsabilité? Effectivement, oui. Et juste pour terminer, je m'attendais ce soir à ce que vous nous parliez un peu du bouquin de Baptiste Morisot, donc Rendre l'eau à la terre. Parce qu'en fait, bon, les eaux, effectivement, elles partent du champ même en plein mois de juillet, mais au mois de juillet, les terres sont sèches, donc l'infiltration ne se fait pas. Et l'idée de ce bouquin, c'est justement que l'eau pénètre dans le sol et que le sol soit comme une éponge, au lieu d'être une éponge sèche, d'être une éponge humide. C'est-à-dire que l'eau ne va pas ruisseler, mais s'infiltrer et apporter un service à la terre elle-même, donc à l'agriculteur. Alors on peut se référer à un autre bouquin, celui d'un autre Baptiste Masson, avec un ouvrage que vous avez publié récemment. Oui, alors qui est plus en lien avec la faune sauvage et la présence de la faune sauvage dans le bocage aussi, l'importance du bocage et de nos paysages et l'incidence que ça a sur la présence de la faune sauvage. Pour répondre à la première interrogation, c'est vrai qu'on parle assez souvent des désagréments, hein, et c'est ce qui est mis en avant par les agriculteurs en général qui veulent pas planter. Heureusement, il y en a des convaincus pour la plantation de haies, et donc les atouts, ils sont nombreux, hein, et ceux qui plantent les connaissent. Donc forcément, mon public prioritaire, c'est pas forcément les agriculteurs de plaine, hein, pour rien se cacher, et je pense sans surprise, mais plus les agriculteurs où il y a des exploitations en polyculture élevage, donc qui ont de la prairie, qui ont des bêtes, donc pour protéger leurs bêtes de la chaleur l'été, mais également des agriculteurs en bio quand même, qui ont des parcelles de culture, hein, et heureusement, donc qui savent tous les intérêts, donc la protection des cultures face au vent, le rôle des racines aussi de l'épuration et de l'infiltration des eaux, l'apport de matière organique par les feuilles, et surtout, et on parle, le nerf de la guerre, ça reste l'argent, et surtout la production de bois-énergie. Hein, on sait qu'une haie quand même peut produire du bois, hein, en général tous les 10-15 ans on vient récolter la haie, ça s'appelle du recépage, et il y a des agriculteurs qui se chauffent sur notre territoire avec des chaudières à bois déchiquetées, donc plutôt que d'importer du gaz ou du pétrole qui vient de l'autre bout du monde, se chauffent avec leur haie de leur exploitation, et donc ce qui coûte bien moins cher et ce qui est bien plus vertueux. Donc voilà pour les arguments, et je pense qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Une autre intervention, monsieur, plusieurs, ouais, allez-y, vous avez le micro. Rapidement, mais déjà remercier les intervenants pour la richesse de leur présentation. Moi j'ai bien aimé parce que on voit bien à quel point on est dans un problème qui est complexe. Et à quel point ce problème-là, il doit être éclairé au prisme de la pluridisciplinarité. On voit bien que la question du bocage, c'est un regard sociologique, c'est un regard historique, c'est un regard juridique, c'est un regard économique. Et en fait, on ne peut pas penser la question du bocage et de l'eau de manière cloisonnée. Et je pense que vous l'avez tous très bien montré. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez l'astrophysicien et aussi universitaire Aurélien Barraud. Je me permets de le citer là parce que je trouve que ça fait assez écho à ce qui se dit. Il a commencé une conférence auprès d'élèves ingénieurs à Grenoble, je crois. Donc il s'adresse à une promotion qui allait être sur le point d'être diplômée en commençant son introduction en disant vous n'êtes pas la solution, vous êtes le problème. Il commence comme ça, il commence fort, faut le dire. Moi, je me demande dans quelle mesure, dès qu'il y a mise en administration des problèmes qui relèvent de la nature, je me demande dans quelle mesure la bureaucratisation des problèmes qui relèvent de la nature ne sont pas la source aussi du problème. Il y a le collègue agriculteur au fond tout à l'heure qui disait oui, tout n'est pas subventionné quand on veut replanter une haie, et il disait en même temps je reçois des injonctions de ne pas tailler ma haie à certains moments. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque solution portée par l'administration porte en elle les germes de son échec d'une certaine manière. Il y a certaines communes, pas très loin d'ici, qui préconisent encore de mettre de l'enrobé sur des voies vertes, alors qu'il y a des grandes métropoles qui se lancent dans des opérations de dégoudronnage des villes.
on a l'impression qu'il y a une incapacité, de l'administration à cerner la complexité des choses et surtout de cerner la contrepartie néfaste, non souhaitée que va produire chaque solution qui est prise. Et donc ça, c'est un peu la vision systémique, c'est un peu les travaux d'Edgar Morin sur la complexité, qui montrent que les choses doivent être traitées de manière globale, de manière holistique, et c'est, il me semble, ce que les collègues de l'université de Caen ont essayé de montrer. Donc je ne sais pas s'il y a des avis là-dessus. En tout cas, il y a des intervenants, enfin dans le public, qui souhaitent également prendre la parole. Merci, monsieur. S'il vous plaît. Bonsoir, donc David Ganon, je suis maire de Fontenay-le-Marmion. Quand on regardait les petits documents tout à l'heure qui nous ont été présentés, je suis maire de la commune qui a le moins de haies sur la communauté de communes. Donc cette année, au mois de septembre, on a eu un fort coup de précipitations. Ça s'est traduit par du transport de boue effectivement dans les champs. Ils sont passés par la route et ça finit par, pour rejoindre la rivière, arracher la descente de sous-sol et l'aménagement de terrain d'un habitant. Pour revenir aux questions tout à l'heure de monsieur, l'habitant s'est dit je ne vais pas gagner à faire un procès contre les agriculteurs, donc comme l'eau est passée sur une route qui appartient à la commune, il a commencé par venir de m'en présenter la facture à la commune en disant bah, ça fait 2 fois en 4 ans que je suis inondé, c'est de votre faute. Pas tout à fait, mais effectivement, ça pose le problème de devoir travailler ensemble sur ça. Dans son cas particulier, il y a aussi le fait que pour faciliter son accès dans sa descente, il avait surbaissé le trottoir. Donc, ce qui fait que ça, évidemment, ça pose le problème de canaliser l'eau. Le rapport avec les agriculteurs, c'est effectivement, j'aurais proposé de faire 3 rangées de haies dans les champs. Ce qu'ils ont aussitôt refusé parce qu'ils considèrent que ça leur fait une perte de ressources, ce qui n'est pas faux. Donc on travaille sur des solutions qui peuvent être proposées. Notamment quand on dit effectivement les communes ne sont pas en capacité d'acquérir les parcelles. C'est vrai, par contre les communes sont aussi, pour certaines, c'est le cas pour la mienne, possesseurs de terres. Et peut-être que la solution, en tout cas c'est celle que je vais moi proposer aux agriculteurs, c'est que si on a des zones où on a l'obligation d'avoir des haies, parce que c'est la seule solution que l'on puisse trouver, avec des talus, de faire une compensation en échangeant simplement des terres agricoles qu'on a à d'autres endroits et qui n'ont pas un intérêt pour limiter l'érosion. Donc on va travailler là-dessus. Moi j'ai lancé le programme simplement... Cette année, il y a la semaine dernière, le programme de sécurité, et c'est une sécurité globale qui inclut effectivement l'eau et comment travailler. Mais j'ai aussi lancé avec ça des études avec le SDEC pour recycler le bois pour que ma commune ait une chaudière à bois à terme qui puisse être alimentée par les haies voisines. Effectivement, dans le cas de la compétence GEMAPI, il faudrait aussi que peut-être que la communauté de communes, elle, ait la capacité de fournir le matériel, les engins, des choses comme ça, ou d'avoir des accords globaux pour avoir des engins à moindre coût, pour que les agriculteurs puissent effectivement travailler leur haie ensuite, et l'entretenir et en retirer le bénéfice qu'ils n'ont pas s'ils exploitent cette solution. On avance. Une ultime peut-être... intervention, réflexion ou question, au fond, et ce sera la dernière. Oui, bonsoir, Christian Le Révérend. Moi, je suis élu à Sainte-Honorine-du-Fay. Et donc, David a déjà dit une partie de ce que je voulais dire en tant qu'élu, quoi. Mais il est vrai qu'à la question de savoir ce que chacun peut ou devrait faire au quotidien, je pense que les collectivités ont aussi un devoir d'exemplarité par rapport à ça. On a l'artificialisation des sols qui continue dans différentes communes. Donc je pense que déjà, là, c'est du devoir des collectivités et des communes d'agir à ce niveau-là, arrêter d'artificialiser les sols. Je pense que là, c'est une part très très importante pour éviter le ruissellement des eaux, puisqu'on voit bien que la pollution des eaux est due bien entendu à l'utilisation des pesticides, mais aussi au ruissellement. C'est quand même une part importante de la pollution des eaux. Et je crois que moi, il faut une volonté des élus
une volonté politique des élus pour agir beaucoup plus à ce niveau-là. Et ensuite, je pense que ça va entraîner aussi l'action des citoyens qui vont peut-être faire un petit peu plus. Mais l'exemplarité des collectivités et des communes, à mon avis, elle est quand même très importante. Merci. Vous avez raison. Et je me permets de rebondir à ça, justement. C'est vrai que, si vous avez pu le voir, c'est vrai que les choses bougent à ce sujet-là. Sur toute la nouvelle zone d'activité d'Evrecy, là, justement, il y a des haies qui ont été plantées sur talus. Ce qui est assez innovant, enfin, on constate ça assez rarement. Dans toute la nouvelle zone d'activité, il y a des haies sur talus qui ont été plantées, il y a des noues qui ont été installées, il y a des parkings enherbés, et donc pour drainer, voilà, pour que vraiment les eaux pluviales s'infiltrent. Donc je dirais que là, c'est plutôt le bon exemple de nouveaux aménagements qui prennent en considération les eaux pluviales et les problématiques liées au ruissellement. Le mot de la fin pour Daniel Delahaye, s'il vous plaît. Oui, donc ce sera un mot avec plein de phrases. Donc, parce que j'ai plusieurs exemples par rapport à ce que vous disiez. Effectivement, souvent on critique la norme, effectivement. Par contre, je pense qu'elle a quand même apporté plein de choses dans notamment, on est assez exemplaire maintenant aujourd'hui sur la gestion du littoral. C'est aussi à partir de la norme qui a été produite. Donc, une forme de bureaucratisation, effectivement, mais autour du conservatoire littoral et autres, comme les mesures environnementales. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec vous. On serait assez fondé à penser que c'est mieux en réfléchissant, en se basant sur du bon sens, quoi. Sauf que quand même, dans une société, quand on se base que sur du bon sens, il y en a qui ont plus de bon sens que l'autre, surtout dépend des autres, quoi. Donc c'est ce dont je me méfie quand même, quoi. L'autre point sur l'hydraulique douce. Alors moi, avant, j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années à Rouen, et donc j'ai vu sur le territoire la Seine-Maritime, qui est, alors là, en matière d'érosion, ici, c'est de la rigolade, hein, c'est clair, excuse-moi, mais c'est vrai. C'est là, en Seine-Maritime, il y avait dans les années 80-90 des vrais soucis, donc ils se sont lancés dans la mise en place de syndicats de bassins, avec des animateurs de bassins, et ils se sont vraiment lancés dans l'hydraulique douce. Ça a pris 30 ans. Mais aujourd'hui, les agriculteurs sont partenaires, quoi, vraiment partenaires. Donc voilà, avec du temps, eh bien, on y arrive. Mais ça veut dire qu'il faut consentir par rapport à ce que vous disiez, je dirais consentir une politique, mais une politique qui résiste dans le temps et pas qui change au gré du vent à chaque fois et où on remet tout à zéro. C'est avoir vraiment, se dire on s'est fixé un objectif et on y va, et si ça prend 20 ans, eh ben on ira quand même pendant 20 ans. Ça, c'est un point important. Et puis, dernière chose, quand même, c'est... moi, j'ai l'exemple de... c'était les plans, dans le cadre des plans France Relance. Je crois que c'est l'OFB qui avait fait ça. Il y avait des communes qui se sont lancées dans des inventaires de biodiversité. Et au début, je me suis dit, ça va être un truc, il va y avoir 3 personnes de dimanche, et puis ça va être fini. Ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire, quand on invite les habitants à s'intéresser à leur commune, à faire des inventaires, des coccinelles, des écureuils, des machins, des bidules et des trucs, et qu'ensuite on les amène autour de chantiers de replantation de haies, et bien là, ça fait 3 ans, et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que quand la dimension participative de l'aménagement, en disant, ben voilà, le paysage de votre commune, il vous appartient aussi, eh bien les gens sont partants. Et pas simplement 2 ou 3 qui sont vraiment convaincus, non. Ça, c'est vraiment, ça intéresse du monde, quoi. Ça, c'est on a peut-être initié quelque chose avec cette conférence-là. On est peut-être au début des 30 ans de... Peut-être. Voilà. Alors, on a des rendez-vous. Merci, merci à nos intervenants. Merci Baptiste Masson, avec son bouquin qui s'appelle... Campagne sauvage. Campagne sauvage, oui. Voilà. C'est sur notre territoire, ça nous concerne. Merci à vous, Daniel Delahaye. Merci Jean-Michel Cador. Alors, j'appuie là, et normalement, voilà, on a un certain nombre de rendez-vous qui sont de l'initiative de Turfu. J'ai compris longtemps après que c'était Futur. Mais ça, c'est pas ma génération. Les ressources en eau et agricoles en Normandie en 2050, avec les shifters. Et ça se passera à la bibliothèque de Caen, le 4 avril. Premier rendez-vous intéressant. L'éolien, les projets d'énergie renouvelable entre nos mains, Éclore, donc c'est le réseau des énergies citoyennes locales et renouvelables en Normandie, ça c'est intéressant. Ça se passera ici même le 25 avril, vous notez. Et puis ça c'est nous, c'est aujourd'hui c'était l'eau dans le bocage. Le 28 avril on se retrouvera
au collège Paul Verlaine, le 28 avril sur les transports durables et le 13 mai sur l'impact du numérique. Ah bah oui. Et puis on terminera notre cycle avec manger local, bon pour ma santé et mon porte-monnaie. Intéressant aussi. Et ça, ce sera à Baron-sur-Odon, à la salle des fêtes. Vous notez le 17 juin. On a les petits flyers à votre disposition sur vos sièges pour vous rappeler justement ces différents rendez-vous. Eh bien, merci à tous. Je crois qu'il y a un vrai petit apéro là, avec pas que de l'eau.